Message à caractère informatique. Message à caractère informatique. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Message à caractère informatique, épisode numéro 102. Nous sommes le 8 février 2024 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Pierre Zem. Bonjour Pierre Zem. Salut Steven. Est-ce qu'on te présente rapidement? Ouais, bah écoute, moi je m'appelle Pierre, je travaille à Clever en tant qu'ingénieur data. Et nous sommes également avec le talentueux et néanmoins Zikos, Xavier Marin. Bonjour Xavier. Salut Steven. Comment ça va? Demandé, mais tu fais toujours de la musique d'ailleurs? Ça répond à ta question? Plutôt. Alors pour ceux qui sont plutôt en podcast audio, Xavier s'est détourné à laisser entrevoir derrière sa chaise et il y avait une jolie collection d'une dizaine de grattes, c'est ça? Un peu moins. Un petit peu moins. Et nous avons le très grand, n'est-ce pas, Monero-chan, et non, derrière se cache Mathias Herberts. Bonjour Mathias, comment vas-tu? Bonjour Steven, bonjour Pierre, bonjour Xavier. Ça va bien. Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de moi-même, Steven Leroux, pour vous accompagner, toujours CTO chez Clever Cloud. Les plans n'ont pas changé. Donc aujourd'hui nous avons un épisode où on va parler un peu de time series, un peu d'autres choses, un peu d'écosystème de boîte, un peu du scope du domaine qui a tendance à évoluer un petit peu. On va d'abord revenir sur une migration qu'on a effectuée alors côté Clever et côté Sense. Avant de parler migration, on va un peu planter le décor, puisqu'on va parler d'une migration Warp 10, Kezako. Warp 10 Kezako. Alors Warp 10, c'est un ensemble d'outils pour gérer et pour analyser des données de type série temporelle, donc des données issues de capteurs. C'est le nom aussi qu'on donne à la partie base de données de série temporelle de cet ensemble d'outils. Mais c'est vraiment un ensemble d'outils. C'est un projet open source qu'on a démarré en 2013 chez Sense. Sense qui est la société que j'ai cofondée cette année-là. Et c'est un produit qui répond à des problématiques généralement de gestion et d'analyse de données de série temporelle, puisque on va beaucoup plus loin que beaucoup de solutions quand il s'agit d'extraire la valeur de ces datas-là. Et on a un certain nombre d'utilisateurs dans des domaines très variés. Le point commun de ces utilisateurs, c'est qu'ils ont des séries temporelles. Donc ça peut être du monitoring, comme ce que vous faites vous, mais on a aussi des gens qui mettent des données d'énergie, des données d'avion, des données de navires, voilà, tout un tas de choses. Le point commun, c'est que c'est des données qui sont généralement redatées, en tout cas dans 99% des cas d'usage. Ouais, tu parles d'un ensemble d'outils, effectivement, et aujourd'hui vous êtes éditeur du coup de Warp 10, Warp 10, pour le franciser. Et je pense que les amateurs de Star Trek y verront le clin d'œil. Et effectivement, sur warp10.io, le site web, tu vois effectivement la petite cartographie là où on voit le côté écosystème, je trouve. Ça transparaît bien sur le fait que tu as effectivement la librairie de manipulation de données, mais tu as le côté stockage, le côté visualisation, etc. Et je sais que historiquement, nous, c'est effectivement ce qu'on utilise parce que c'est pas juste une time series DB dans laquelle tu as entre guillemets, t'es laissé pour compte et tu dois tout reconstruire toi-même, mais t'es pris en charge dans un écosystème qui te permet de résoudre tes enjeux métiers. Et moi, c'est ça que j'ai toujours apprécié avec Warp, c'est que à chaque fois que t'avais un truc où tu dis c'est le vaisseau qui démarre, hein. Exactement. C'est les guitares. Et donc je me suis toujours dit à chaque fois que tu as un enjeu métier sur un truc un peu, tu vois, toujours les côtés edge case sur lesquels c'est pas dans le standard, c'est pas des trucs de monitoring, et ben t'as toujours une solution que tu trouves dans Warp, ou alors on la contribue, tu vois. Historiquement, tu vois, l'Elast Activity par exemple, c'était un truc où on avait eu besoin de se dire, bah dans l'index, ce serait bien d'être capable de récupérer uniquement les séries, mais qui sont vivantes depuis tant de temps. Et ben du coup, en fait, on a pu faire ça avec Warp. Et t'as
paquet de trucs comme ça qui peuvent être faits. Je sais que quand tu veux calculer, par exemple, de la licence dans le mois, mais en fait, t'as pas eu de changement potentiellement depuis 3 mois, et tu veux dire quelle est la licence actuelle que j'utilise dans le mois, en prenant la licence max, quoi. Si t'as quelqu'un qui était, mettons, en XL et qui passe en L, le changement a pu être fait il y a 3 mois, mais tu as besoin de savoir où il en est aujourd'hui. Et donc, tu as besoin de naviguer dans des notions de time series qui sont des notions avec des enjeux métiers et qui sortent vraiment des use cases purement monitoring pour lesquels aujourd'hui, c'est Prometheus, par exemple, qui a été identifié comme solution un peu en leadership sur le marché. Mais passer le monitoring, en fait, ces solutions-là s'arrêtent très très vite en capacité, et c'est là où derrière, dans tes enjeux métiers, tu as besoin d'aller potentiellement au bout des choses, quoi. Donc, très bonne intro de Warp 10, merci Mathias, et ce qui nous permet d'aller un peu vers le sujet de la dernière version, n'est-ce pas, la version Warp 10 3, qui, en dehors de certaines nouveautés qu'on peut d'ailleurs évoquer, avait un enjeu majeur qui était effectivement le changement de son back-end de stockage. Ouais, alors juste pour replanter un peu le décor, Warp 10 a plusieurs versions, alors on va dire plusieurs types de déploiement plutôt que versions, pour pas confondre le numéro de version avec le type de déploiement. Donc on a des déploiements qui peuvent se faire sur un seul serveur, donc avec une version qui s'appelle standalone, parce qu'elle est toute seule, elle n'a pas de dépendance, elle est facile à déployer et puis elle tourne très bien. Quand les besoins augmentent un petit peu plus, on peut avoir une version standalone avec de la réplication. Donc on a un mécanisme de réplication qui permet d'avoir des topologies dans lesquelles on a plusieurs instances standalone qui vont se parler. Et puis, on avait une version, on a toujours une version qu'on appelle la version distribuée, qui est une version qui va plutôt cibler des déploiements sur lesquels il y a des volumétries importantes à très importantes, voire très, 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 très importantes, et qui va permettre à la fois d'ingérer beaucoup de données par seconde, et puis d'historiser des données de façon conséquente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire beaucoup à la seconde? Si on parle de plusieurs millions de mesures par seconde en flux soutenu, qu'est-ce qu'on entend par des historiques importants? C'est plusieurs centaines de milliers, de milliards de mesures qu'on va stocker. Et donc, pour adresser ce cas d'usage-là, cette version distribuée, historiquement, on utilisait HBase pour plein de raisons. Des raisons qui tiennent à l'historique que moi j'ai pu avoir avec HBase, puisque j'ai déployé le premier cluster en gros en prod en Europe qui utilisait HBase. Donc ça, c'était une expérience qui fait que je connaissais bien la techno. Et puis, le modèle de données d'HBase se prêtait bien à stocker des séries temporelles, puisque en gros, on avait des clés-valeurs ordonnées qui étaient finalement le modèle générique géré par HBase, qui étaient découpés dans des petits morceaux qu'on appelait des régions, et qui pouvaient se scaler en rajoutant des machines qui pouvaient chacun gérer un ensemble de régions. Donc la version de Warp 10 depuis sa création en 2013, la version distribuée, elle s'appuyait sur HBase. Elle s'appuie aussi sur Kafka pour faire communiquer des trucs entre eux, mais le stockage, c'était HBase. Et ça marchait très très bien. Le monde, on en reparlera après, mais est un monde en mouvement, donc à un moment donné, on a fait le constat que HBase, même si ça marche très très bien, ça n'a plus nécessairement la faveur on va dire de l'industrie au sens large, et il y a quelque part de moins en moins de gens qui sont attirés, ou en tout cas qui se sentent à l'aise avec le déploiement de cette techno-là. Et donc, nous, on voyait ça de plus en plus comme étant un peu un frein à l'adoption de la version distribuée de Warp 10. Et on trouvait ça dommage. Donc, on s'était mis en quête d'un remplaçant pour HBase, pour être en capacité toujours d'offrir une version distribuée et donc d'adresser ces volumétries et ces flux d'ingestion élevés, mais avec un stockage qui n'était pas fait sur une techno que certains qualifient de vieillissante, ou en tout cas d'abandonner ou d'oublier,
ou de DDC, je sais pas comment on pourrait dire, mais sur une techno un peu plus récente. Et puis, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas des masses de techno qui permettaient d'offrir finalement le même modèle qu'un HBase. Et on a identifié FoundationDB comme étant l'une d'entre elles. Qu'est-ce que tu avais évalué d'autre, par curiosité? Alors, on avait regardé Cassandra, parce qu'à un moment donné, Cassandra avait un partitionneur qui s'appelait Byte Order Preserving Partitioner, donc qui permettait d'avoir finalement un cluster Cassandra dans lequel on pouvait avoir une répartition de l'espace de clés qui était assez performant quand on faisait des scans dessus. Ça, en fait, avec l'avènement de CQL, ça a été abandonné, et ça a été, je ne sais plus dans quelle version, mais enfin, ça a été sorti de Cassandra, donc il n'y avait plus cette partie-là. Donc on n'avait plus vraiment... Alors on aurait pu prendre du Cassandra avec juste du CQL pour accéder aux données, mais on aurait eu des performances qui étaient moins bonnes que celles qu'on avait avec le Byte Order Preserving Partitioner. Donc ça, c'était une solution qu'on avait vraiment imaginée à un moment donné comme étant un candidat au remplacement d'HBase. Alors, il y aurait sans doute eu d'autres problèmes si on l'avait choisi, hein, mais en tout cas, ça avait été envisagé à un moment donné. Et puis après, non, il n'y en a aucune autre qui nous a vraiment convaincus, parce qu'à chaque fois, il manquait des petites choses. Qu'est-ce que tu avais besoin? Alors, je vais faire les... le truc principal dont on avait besoin, c'était d'avoir un espace de clés ordonné sur lequel on peut faire des scans en avant et en arrière. TypeKV supportait pas ça? Non. T'as pas le scan reverse. Ouais, non, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a vraiment pas beaucoup. En fait, des scans avant, on va en trouver quelques-uns. Des scans arrière, non, ça, il n'y en a pas. Et justement, pour les cas d'usage que tu évoquais, comme retrouver la licence qui a été changée il y a 3 mois, il faut qu'on ait des scans arrière. Parce que... Tu veux regarder une fenêtre de temps et tu dis, j'ai besoin du point précédent par rapport à cette fenêtre de temps. Donc, effectivement, tu positionnes un curseur dans ton range de clés en disant scan 1 dans l'autre sens, quoi. Ouais, et ça, c'est assez peu commun, en fait. Et FoundationDB... tellement pratique. Oui, non, t'en as besoin, mais je sais que nous, dans le calcul de facturation, tu vois, c'est des trucs qu'on utilise. Hein. Ouais, dans le monde industriel, c'est hyper utile aussi, parce que... Ça, c'est courant, ouais. En fait, on a des cas d'usage dans le monde industriel dans lequel on a des capteurs à très haute fréquence, et puis... Pour une raffinerie, par exemple, tu vas monitorer le process de raffinage avec des capteurs qui sont haute fréquence, plusieurs centaines de hertz. Et puis à côté de ça, tu as une vanne qui va être ouverte et fermée uniquement quand il y a des opérations de maintenance, une fois tous les 3 mois, quoi. Sauf que pour savoir comment marche ta raffinerie, il faut que tu connaisses l'état des capteurs à 100 hertz et la position de la vanne. Et le statut de la position. Voilà, et le statut de la vanne. Et il se trouve que l'IoT, c'est quand même pas mal une histoire de statut, quoi. Ouvert, fermé, un petit peu, ouais. Un petit peu. Donc il fallait un back-end qui ait ces caractéristiques-là. Et puis on voulait aussi un truc qui soit pas perçu comme complexe à opérer, comme pouvait l'être HBase. Et HBase, on pourra en débattre longtemps, mais HBase est perçu comme étant très complexe parce qu'il y a une dépendance à Hadoop, et donc il y a des piles il y a des couches qui s'empilent, et évidemment, tout de suite, dès qu'on met le doigt dedans, ça oblige à faire des infrastructures un peu plus compliquées. Ouais, après, le truc, c'est que c'est un peu comme pour le big data, c'est qu'à un moment donné, tu avais des gens qui mettaient des clusters Hadoop de 3 nœuds, parce que c'était la mode, et qui disaient, c'est quand même pas aussi simple qu'un Postgres. Ouais, mais en fait, t'en as peut-être pas besoin, du coup, tu vois. Et effectivement, le HBase n'est pas gratuit en termes d'opération. Par contre, c'est sans doute encore le seul qui te permet d'avoir ce genre de clé-valeur à une échelle démesurée, quoi. Enfin, ça a été design pour stocker le référencement des crawlers du web. Et ça, pour moi, ça tient cette promesse-là. C'est vraiment un key value store distribué qui est massivement scalable, pas juste scalable, mais massivement scalable, au bénéfice de l'écosystème Hadoop. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche Hadoop, on a une démarche de traitement de la donnée. Et donc, le fait
pour HBase de reposer sur HDFS, il y avait aussi cette notion d'être capable de paralléliser les traitements, de pouvoir réutiliser des données transactionnelles du côté HBase, mais avec des batchs de l'autre côté qui peuvent tirer parti de tout ce qui est Pig, Impala ou Hive ou ce genre de trucs. Donc ça fait partie d'un écosystème qui est effectivement très riche, qui vient pas gratuitement, parce qu'effectivement le massivement scalable, c'est pas gratuit, c'est complexe. Ça c'est une note pour les futurs wannabe managers qui veulent que leurs gens soient onboardés en 2 semaines. Mais à côté de ça, je trouve qu'il y a eu quand même un peu d'erreur de la communauté HBase à gérer son projet. C'est-à-dire que c'est pas simple, hein, je dis pas que j'aurais fait mieux, hein, mais il y a un moment donné, je sais que Pierre, ici présent, a essayé d'aller faire des PR dedans, n'a pas essayé d'ailleurs, a été committeur HBase, mais que il y a un moment, c'est-à-dire que tu avais la branche 1, la branche 2, la branche 3, pas compatibles entre elles, les 3 vivant en parallèle, et que la moindre PR que tu devais faire devait rentrer dans les 3, et c'était pas le même taf à chaque fois, quoi. Et disons que c'était hyper coûteux, enfin c'était ingérable en vrai. Disons que tes stats de commit sont intéressantes. Parce que du coup, tu fais un patch sur X branches. Malheureusement pour HBase, c'est que une étoile, tu vois. Ouais, alors, en fait, je pense que l'écosystème Hadoop a quand même quelques particularités. C'est que l'objectif, c'était quand même de faire des systèmes qui opéraient à très très grande échelle. Et qui durent dans le temps, et du coup, tu les mets pas trop à jour facilement. Ouais. Alors ça d'une part, ouais, mais surtout, tu t'adresses pas à des milliers d'utilisateurs potentiels. C'est-à-dire que les gens qui, effectivement, vont avoir du HBase à grande échelle, il y en a pas des masses. Alors, petit aparté, parce que on en parlera sans doute tout à l'heure, mais il y a encore un utilisateur d'HBase, et pas des moindres, dans le monde, qui est étonnamment Apple. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tout ce qui concerne Siri aujourd'hui n'est pas dans FoundationDB, qui appartient à Apple, mais toujours dans HBase. Donc c'est quand même que le produit tient ses promesses, parce que voilà, il y a même un paquet d'iPhone ou de Mac sur la planète. Et donc, pour revenir à ce que je disais, c'est que tout ce qui tourne autour d'Hadoop et de l'écosystème Hadoop en général, c'est généralement des gros déploiements, donc qui sont dans des grosses boîtes. Et donc l'écosystème Hadoop après 2010, donc 2010 qui correspond à la création d'Hortonworks. L'écosystème Hadoop a beaucoup été porté par des sociétés commerciales, en l'occurrence Hortonworks, Cloudera, et puis IBM aussi a un peu trempé là-dedans, et puis il y en avait 2-3 autres qui s'y sont essayés. Et donc il y a eu beaucoup d'engouement, parce que il y avait de l'argent qui était levé, et puis il y a un certain nombre de développeurs qui travaillaient sur ces différents produits autour d'Hadoop, qui ont rejoint ces quelques boîtes. Sauf que, et on en reparlera tout à l'heure, à un moment donné, ces boîtes ont eu des choix à faire, des arbitrages à faire sur leur positionnement, et il y a certains pans de l'écosystème Hadoop qui ont plus bénéficié finalement des largesses de ces boîtes-là, et qui sont devenus des projets un peu abandonnés. Pourquoi ? Parce que les committeurs qui maintenant étaient employés de ces boîtes-là, ils ont été remis sur d'autres projets, et ils n'ont plus eu le temps pour committer sur autre chose. Et c'est comme ça que tu as vu en fait plein de projets être plus ou moins, là encore, délaissés, abandonnés, parce que l'acteur qui les avait portés à bout de bras pendant quelques années, à un moment donné, il a dit non, moi maintenant ça correspond plus à mon objectif commercial, et donc je vais demander aux gars qui travaillaient là-dessus de plus travailler là-dessus. Et HBase a été clairement l'un de ceux-là, parce que Lars George, qui avait rejoint Cloudera, je crois, et qui était un des committeurs HBase, il a quand même écrit un bouquin entier de plus de 600 pages sur HBase 2, et le bouquin est finalement jamais sorti, parce que Aurélie a dit non, mais en fait, personne ne va jamais utiliser HBase 2, puisque Cloudera croit plus vraiment à HBase 2, quoi. Cloudera, ils étaient sponsors de Kudu. Oui. Qui était un concurrent à HBase, quoi. Ah ouais, non, mais c'est à un moment donné, c'est la dynamique qu'il y a eu, c'était ça. Et comme c'était pas des projets qui pouvaient être portés par des gens dans leur coin, parce que ces gens-là n'utilisaient pas du tout des choses à cette échelle-là,
eh ben, ils ont perdu leur dynamique et puis ils se sont essoufflés et puis les gens sont passés à autre chose, quoi. Bah, à la fin, tu n'avais plus que HDFS qui était le socle un peu commun à tout ça. Je mets ma peur de côté, mais Cloudera, Horton et d'autres éventuels distribs, t'avais vraiment que HDFS qui était commun, quoi. Tout le reste par-dessus était vraiment des stacks qui s'étaient montés de A à Z. Et ouais, ils ont manqué de collaboration, je pense. Après, il faut aussi, si on refait un peu l'histoire, mais c'est une époque où quand Hadoop arrive, les gens ont des vrais enjeux de manipulation de données, et il y a assez peu de choses, il y a assez peu d'équivalents pour répondre à ces enjeux-là, à ce moment-là. C'est pour ça qu'en fait, les gens y vont beaucoup, parce que tu as des nouveaux outils, tu peux faire de la data et tu peux faire des choses. Et je trouve que ça a aussi bougé un peu l'écosystème des autres DB, des autres boîtes qui sont un peu remises en question, en disant, bon, attends, peut-être que, tu vois, au lieu d'avoir un cluster de 3 nœuds Hadoop, est-ce qu'on pourrait pas améliorer 2-3 trucs pour optimiser soit le stockage, soit le traitement, soit je ne sais quoi, et faciliter un peu ça, quoi. Mais néanmoins, hein, puis après, tu as eu Spark aussi qui s'est ajouté, tu vois, et Spark, lui, avait une capacité à ne plus dépendre de HDFS, mais de l'object storage. Et du coup, quelque part, dans ta construction de workflow de données, en étant sur le pivot de l'object storage qui était en train de devenir doucement un petit standard aussi, mais un peu plus orienté cloud, bah tout ça a fait qu'effectivement, l'enjeu Hadoop, je pense qu'il reste d'actualité. Quand tu as une stratégie d'entreprise très orientée de data, ça reste quelque chose qui peut être pertinent aujourd'hui. Alors, il faut vraiment des enjeux, parce que sinon tu mets Flink ou Spark. Mais moi, j'ai jamais trouvé un file system qui était aussi scalable que HDFS et un KV aussi scalable que HBase. Hein. Non, je pense qu'il n'y en a pas. Après, je pense qu'ils se sont heurtés, enfin, Cloudera et Hortonworks et les autres. Hein. Tu mentionnais Mapper, c'en est effectivement un troisième, alors qu'il y avait une stratégie un peu différente, mais toujours dans le même écosystème. Mais ils se sont un peu heurtés à la réalité des organisations dans les boîtes. C'est-à-dire que l'approche dans laquelle un Hadoop peut vraiment briller, c'est des boîtes dans lesquelles finalement tu mets à plat la data comme étant le socle. Quand tu as une démarche transverse qui fonctionne. Ouais. Exactement. Alors que leurs clients, finalement, c'était que des silos côte à côte, quoi. Et donc, il n'y a jamais eu d'approche dans laquelle tu avais des gros clusters qui étaient déployés. Parce que c'était de la data, et qu'à cette époque-là, les gens qui faisaient de la data, c'était plutôt les équipes bases de données. Et la réflexion, c'était, moi je veux bien, mais si c'est chez moi. Sauf qu'en vrai, c'était pas non plus une base de données, tu vois. Enfin, il y a vraiment un enjeu de construction des choses de manière transverse. Et ouais, je l'ai vu comme toi, je crois. Et encore, là où on l'a vu ensemble, je pense que c'était pas là où on l'a vu tous les quatre d'ailleurs. C'était pas le pire des, des endroits. Mais il y a d'autres endroits effectivement où ça n'a jamais pris parce que les plus gros clusters que les gens ont déployés, ils faisaient 15 nœuds et que c'est pas là que c'est pas là qu'est le sweet spot d'efficacité à la fois financier et technique de ce genre de truc, quoi. Donc voilà, donc il y a eu de l'eau qui est passée sous ces ponts-là. Et il fallait faire un choix. Et il fallait faire un choix, voilà. Donc on a fait un choix, on en a discuté ensemble d'ailleurs devant un excellent couscous et steak frites, Steven. Quel souvenir. Quel souvenir. Heureusement, la discussion était meilleure que ce qu'on a mangé. Mais je sais pas si je l'ai pas cloué sous ma chaussure à un moment donné. J'avais besoin d'une nouvelle semelle. Le couscous donc le steak. Ouais, son steak était. Donc comme quoi, c'était pas un obstacle à ce que ça finalement ça marche, mais il faut endurer des choses quand on fait des choix stratégiques. Et donc en fait, c'était un choix qui était quasiment assumé quand on s'était parlé. Hein. On avait discuté en juillet 2022, donc c'était quelque chose qui était en réflexion chez nous depuis un paquet de temps, et on avait échangé parce que je sais que Clever Cloud réfléchissait aussi à la partie intégration de Foundation DB à l'époque. Et donc, voilà, on a eu cette discussion pour que je sache un peu si vous, c'était du sérieux ou pas du sérieux, est-ce que vous alliez y aller ou pas, histoire que finalement, on se retrouve pas tout seul à faire ces choix-là
être un peu isolé en termes de, je sais pas, en termes De choix technologiques. D'entraide, de techno et support. d'entraide, de- exactement. Ouais. Exactement. Donc c'est un choix qui à ce moment-là est quasiment finalisé, avec quand même une identification d'un certain nombre de soucis. C'est-à-dire que FoundationDB, c'est bien, ça marche, c'est plus simple, donc ça coche un certain nombre de cases. Alors, c'est transactionnel, c'est mieux, mais 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 ça Voilà. vient pas sans Mais- un coup. voilà, donc disons que ça amène un certain nombre de contraintes qui sont des contraintes qu'on n'avait pas sur HBase et qui sont des contraintes autour desquelles il a fallu un peu louvoyer, quoi. Et c'était pas forcément le truc le plus. Mais quelque part qui était annoncé. C'est-à-dire que les choses étaient Oui, claires. C'était clair. C'est transactionnel, mais alors une des contraintes, par exemple, c'est que ta transaction doit être faite dans une fenêtre de 5 secondes. Quoi. Donc tu peux pas Voilà. avoir d'un scan peux pas qui prend plus scanner, de temps, ou ad alors il vitam faut aeternam. venir bouger un offset pour dire ok, j'ai fait 5, je fais les 5 suivantes, etc. Donc c'est quelque chose qui doit être géré, mais qui peut pas être gratuit comme HBase où là tu positionnais ton curseur, tu dis, Ouais, scan, Puis t'en reviens dans dans 15 15 jours, jours, avant, ton scan est toujours dans là. 2 semaines. Ouais, exactement. Ouais. Donc oui, donc ça a été des choses sur lesquelles il a fallu un peu s'adapter. Donc il y avait effectivement cette limite de 5 secondes. Il y a aussi des limites de taille, c'est-à-dire De qu'une taille, transaction ne peut pas faire plus de 10 mégas. Il y a une limite sur la taille des valeurs qui ne peuvent pas faire plus de 100 kilos. Et puis, c'est à peu près tout. Oui, c'est à peu près tout, ouais. En fait, ça vient du fait que c'est pas une base de données d'analytique à la base. Et quand même, Warp a un usage un peu plus analytique. Et du coup, je pense que ça vient, notamment les 5 secondes. Ouais, on s'est débrouillé. Hein. J'ai même pas encore eu le temps d'aller lire le code de cette partie-là. J'ai un tout doux quelque part. Non, en fait, c'est assez simple, c'est qu'on fait un scan et puis si on se fait shooter parce que FoundationDB nous dit non mais dis donc ça fait Transaction trop longtemps que t'es en train de tout long. voilà tout long, ça fait trop longtemps que t'as commencé ton scan. Tu redémarres. Non, tu redémarres un nouveau scan et puis tu dis mais où est-ce que je m'étais arrêté déjà? Je me suis arrêté là, ok, je prends la clé d'alpha. Et donc on s'en est sorti, comme ça. Et puis sur l'écriture, on a fait aussi deux, trois adaptations pour que ce soit pas un problème cette limite des 10 mégas. Puis globalement, ça marche assez bien. Ouais, ce qu'on avait identifié quand même qui était des améliorations notables par rapport à HBase, c'était le côté opérationnel, je vais pas dire magique, mais très facilité. C'est-à-dire que HBase a une scalabilité qui fait qu'il découpe ses régions un peu tout seul et il s'organise. Par contre, à l'usage et par suppression, oui, parce qu'on supporte le GDPR via Warp, on va en parler après, eh bien, tu peux avoir des régions quelque part qui à un moment donné deviennent un peu vides ou discontinues, etc. Et quand tu as besoin de réorganiser, des fois il faut refusionner des régions pour ne pas avoir une fuite en avant du nombre de régions. Donc tout ce qui est l'aspect opérationnel, l'aspect scalabilité, etc. Dans HBase, ça demandait quand même pas mal d'outillage, et on l'avait fait, hein. Enfin, avec Oui, Pierre, je l'ai écrit 2 fois ce truc-là, dans 2 boîtes différentes. Mais on avait fait ça, tu vois, pour justement être capable de lire HBase, ses logs, comprendre ce qu'il faisait. Elle était sympa, des fois, il te disait quand même à peu près ce qu'il faisait. Mais pour aller le piloter, des fois, c'était quand même coûteux, quoi. Et donc, soit en termes de gestion des régions, soit en termes de rationalisation pour dire, OK, maintenant, comment est-ce qu'il faut qu'on réorgue? Et tu es obligé de faire ça en plusieurs passes, parce qu'en fait, des fois, il faut des stratégies de recompaction de tes régions, etc. Et pour trouver quelles sont les bonnes régions à fusionner, tu es obligé de faire des algos en multipass, quoi. Donc, c'est pas simple. Il y a aussi des fois où clairement nous on avait tendance à le charger un peu bien, tu vois, et des stacks en Java du coup GC, donc on est devenu quand même pas mal des experts en GC à ce moment-là. Mais bon an mal an on arrivait à le faire tourner, mais ça faisait un coût opérationnel quand même pas gratos. Oui, c'est ça. Surtout quand tu compares attends, je finis juste la phrase. Quand tu compares à Fondation aujourd'hui, où globalement, tu lui demandes son état de santé, et il te dit,
Là, je suis bien. Là, ce serait bien que tu m'ajoutes un peu de CPU là, de la RAM là. Sur le storage, là, je suis un peu stressé. Là, je suis bien. Et là, sur le coordinateur, je suis un peu moins bien. Tu devrais m'en ajouter des rôles. Ah, tu dis ok. Bah, là, en fait, il y a juste à t'écouter et puis on te répond et tout va bien, quoi. Ouais, Pierre, vas-y. Non, bah j'allais juste te dire qu'en fait Edgebase c'est vraiment un système où tu es obligé d'accrocher dedans et d'aller vraiment comprendre intrinsèquement comment ça marche pour opérer le truc. C'est même pas pour y contribuer, c'est vraiment pour opérer. T'es obligé d'aller deep dive dedans et pour l'opérer, on va dire à grande échelle, puisqu'on, je sais plus combien de nœuds il faisait le plus gros cluster. Je veux pas dire que Fondation c'est magique au point que à l'échelle t'es pas besoin d'aller non plus regarder comprendre comment ça marche. Mais je pense que t'as un peu moins de magique. Disons qu'on va dire que la conf pour démarrer sur un cluster qui a un peu de data, c'est il y a pas beaucoup de conf quoi. C'est on va dire on peut partir assez facilement ça c'est quand même assez pratique. Mais après voilà, il y a jamais de solution magique de toute façon. Non, mais c'est vrai que là on a un truc qui est beaucoup plus facile à piloter et qui se fait avec moins de gens, parce que en fait HBase, je pense que ça peut être vraiment très bien, mais il faut une équipe de 5 personnes derrière pour vraiment arriver à une infra massive, mais qui tourne de qualité, bien gérée, avec le bon niveau d'outillage, etc., quoi. Après, je pense que ce qui est aussi intéressant dans le cas de FoundationDB, alors au niveau de la scalabilité, je suis pas certain que FoundationDB aille aussi loin que là où peut aller HBase. Oui, je pense pas non plus. Je pense qu'il y a des limites un peu avant. Je pense pas, ouais. En tout cas, la limite annoncée par les gens qui font FoundationDB, c'est plutôt 1000 process, et donc 1000 process et quelques centaines de terras, si je me souviens bien. Alors, ça, c'est des anciens chiffres. Les nouveaux chiffres, ils sont en train de travailler sur un nouveau système, mais en fait, leur problème fondamental derrière cette limite de 100 terras, c'est qu'ils sont pas capables de simuler des gros clusters avec beaucoup de data, et du coup, il y a même des PR en cours, tu as dû les voir, Mathias, tu sais, pour générer de la data random. Ouais. Donc oui, donc bon, la scalabilité, on ne sait pas, mais le point qui est hyper positif que tu viens d'évoquer, c'est la simulation dans l'environnement de build. C'est que c'est un système distribué, donc il peut y avoir plein de scénarios possibles de défaillance des nœuds, des réseaux, des disques, des machins, enfin tout ce que tu peux imaginer. Et tous ces scénarios, en fait, ils sont pris en compte dans le build au travers d'une simulation qui est faite de toutes ces défaillances. Et donc, FoundationDB, quand il release une version, eh ben, elle est passée par tous ces trucs-là. Et donc, tous les cas que tu peux trouver, toi, en prod, eh ben, on sait comment ça se comporte, en fait. Parce que ça a été validé. J'ai même appris que c'était pire que ça. C'est qu'en fait, le cycle de release qu'ils ont, c'est même pas simulation release prod. En fait, c'est simulation prod. Quand c'est à feu doux, qu'on est tout OK, on release. Voilà, donc ça change un peu. Hein. Non, ça change un peu, mais en tout cas, tu peux y aller de façon beaucoup plus sereine, parce que quand on faisait des tests avec Pierre sur le cluster là, que vous nous aviez mis à dispo pour valider les trucs, on a fait plein de tests dans lesquels on arrêtait le réseau, on s'était marré, on des nœuds, etc. Et c'était fun. Hein. Alors, nous, on le refait régulièrement. Hein. On a un cas de process. L'autre jour, il y a David qui a... Je lui ai dit, ouais, tu peux débrancher du truc, machin. Il a arraché un disque. Ok. Eh ben, nickel. Ouais. Donc ça, c'est bien. Et puis, Pierre était pas prêt. Hein. Pierre, moi, j'ai rigolé parce que du coup, j'étais là. Tiens, c'est bizarre, on a perdu une machine. Et puis tu dis, le cluster, il est là. Bon, ça va, nickel, je réplique. Tranquille. Alors qu'on nous avait arraché le disque dur physiquement. Je sais pas si tu te souviens, t'as arraché un disque à HBase. Oui, t'es moins serein tout de suite. Si t'en arraches qu'un, ça va, mais si tu commences à en avoir un deuxième qui s'en va, là, potentiellement, ça peut craindre. Donc ça c'est quand même un truc qui permet d'être hyper serein, effectivement, au niveau de l'Ops. Et puis, avec Xavier, on a fait des dashboards sur FoundationDB, parce qu'en fait, il y a beaucoup de métriques qui sont remontées par FoundationDB nativement. Et ça, c'est hyper agréable aussi. C'est que le truc t'expose déjà vachement d'indications, d'infos sur son comportement interne, sur... si ça peut vous rendre service, on a open sourcé un connecteur de métriques qui va dessus, qui prend toutes les métriques. Ça
Nous, on a une macro Warp 10 aussi qui fait ça. Oui, il y a une macro Warp 10 avec une capabilities et tout. Ouais. Et les dashboards qui vont avec. Et les dashboards qui vont avec, ouais. Mm. Après, pour revenir juste sur le simulateur, j'avoue que ça, c'est un truc qui est super intéressant. Nous, ce qu'on a fait on utilise Fondation pour d'autres trucs, et en fait, ce qu'on a réussi à faire, nous, c'est prendre nos workloads de notre code Rust, et on a réussi à l'inclure dans la simulation directement. Et donc ça, c'est vachement pratique, parce que quand on commence à développer des trucs un peu compliqués, des problématiques de base de données, en fait, au moins on est sûr qu'on est tolérant à la panne, qu'on est tolérant à pas mal de choses. Et c'est vrai qu'on a une confiance absolue à la fois dans Fondation et dans le code qu'on écrit. Et ça, c'est incroyable. Ouais, donc je pense que, rétrospectivement, on est très content d'avoir fait ce choix-là. Le switch, ouais. Et puis d'ailleurs, on a Oui, des gens qui sont contents aussi parce que, en même temps qu'on a fait ce choix de Fondation, en fait, on a inséré une nouvelle version, un nouveau type de déploiement dans ce qui est possible de faire avec Warp 10, qui est une version qui s'appelle Standalone Plus, c'est-à-dire que c'est une version qui est destinée à tourner sur un seul nœud, mais qui stocke ses données non plus dans des répertoires organisés par LevelDB, mais qui les stocke dans FoundationDB. Et donc ça permet deux choses. Ça permet d'une part d'avoir un chemin de migration très facile après si on veut passer à une version distribuée, parce qu'on n'a pas besoin de migrer les données. Donc pour les gens qui savent qu'ils vont potentiellement avoir une infra qui va grossir demain, ça permet d'être serein sur justement ce qui sera à faire demain. Et puis en termes de suppression des données, c'est hyper rapide dans FoundationDB. C'est incroyable. Voilà, c'est quasi instantané. Alors que une version standalone avec du LevelDB, c'est un peu plus laborieux parce que même si nous on a des add-ons qui permettent de supprimer des fichiers SST qui sont les fichiers dans lesquels LevelDB stocke ces données, ça reste quand même un processus dans lequel potentiellement tu sais pas quand seront supprimées tes données physiquement du disque, et donc tu sais pas quand tu vas regagner la place qui te manque. C'est les LSM, quoi. Voilà, c'est le travers des phases de compaction. Et, exactement. Donc voilà, en fait, on est très content de ce choix-là. Et puis après, tu parlais de la version 3 et des ajouts. Il y avait plein d'autres nouveautés qu'on a intégrées. On est passé sur des versions récentes de JDK, non sans mal d'ailleurs, parce qu'en fait, on a identifié... on a identifié... en fait, on nous a toujours dit, on voudrait passer sur des versions récentes de JDK, etc. Donc, on a fait le travail. En fait, nous, on avait pas mal de dépendances qui passaient pas sur des versions récentes de JDK, pour des raisons très très bêtes d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on avait en gros deux raisons pour lesquelles les dépendances passaient pas. Une première qui était toutes celles qui utilisaient unsafe, et notamment unsafe sur des chaînes de caractères. Et en fait, Oracle a changé la structure interne de la classe string dans Java. Et donc, tous les trucs qui utilisaient unsafe pour accéder au tableau de caractères qui existait dans la classe string marchent plus, parce que maintenant, il n'y a plus de tableau de caractères, c'est un tableau de bytes. Et donc, ça posait problème. Donc ça, c'était les premiers. Parce que de mémoire, vous aviez une implem custom des strings, non ? On avait une implem qui s'appelait unsafe string, qui permettait d'aller rapidement lire des trucs. Donc ça marchait plus, mais à la limite, le code qui était chez nous, c'était facile à changer, mais dans des dépendances, c'était plus compliqué. Et puis, il y avait tout un autre pan de dépendances où là, elles n'étaient pas compatibles avec des JDK après la version 9, pour une raison toute bête, c'est que Oracle a changé la façon dont les numéros de version sont structurés. Et donc, jusqu'en 8, c'était 1.8. Quelque chose, et à partir de la 9, c'était 9 quelque chose. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de dépendances qui, en premier truc, disaient, OK, dans quelle version je suis ? Je prends la chaîne de version, je cherche le 1 point, et ce qui est après l'autre point, c'est la version. Et là, il disait, mais j'ai pas trouvé un point. Et donc, il s'arrêtait en disant, non, là, je sais pas où je suis. Et donc, on avait des trucs comme ça très très cons. Et d'ailleurs, des releases de conformité en 1.9. Figure-toi que si tu vas voir le code de Warp 10, donc dans Warp 10, on a intégré une bibliothèque de création d'images qui s'appelle Processing,
Et en fait, au moment où on initialise processing, Je l'ai vu. on change le numéro de version en lui disant t'es en 1 point quelque chose et m'embête pas. On initialise et une fois qu'il est revenu et qu'il nous a dit c'est bon, ça y est, je suis prêt, on rechange la version en disant bon ok c'est bon. Non, pour tous les autres, c'est là, on est nouveau en version. On est nouveau en version machin. Bon bref. Donc on a fait ce chemin-là et maintenant on est compatible avec plein de versions. Sauf que on est tombé sur un bug assez complexe dans JDK 17 et qui est toujours. Ce bug. Ouais, il est fou et on n'arrive même pas en fait à avoir une reproduction du bug, mais en fait on a un bug, il y a un bug dans le JDK 17, dans OpenJDK et sans doute aussi sur la version Oracle d'ailleurs, mais en tout cas dans OpenJDK, il y a un bug sur le Just-in-Time Compiler dans le JDK 17. Et donc on a un bug qui se manifeste de temps en temps sur certains déploiements. Quand le code est compilé par le Just-in-Time Compiler, en fait, il injecte du code foireux. Alors, le problème, c'est qu'il injecte du code foireux à un endroit où le code ne peut pas être foireux chez nous, qui est le calcul des identifiants des séries. Et donc, on a dû ajouter en fait un contournement. Donc, il y a une config qui s'appelle labelsID.slowImpl. SlowImpl parce qu'en fait, on utilise un mode de calcul de l'identifiant des séries qui n'est pas sujet à ce bug du Just-in-Time Compiler. Mais bon, pour l'instant, alors on ne l'a pas en 11, on ne l'a pas en 20, on ne l'a pas en 21. Et forcément, j'étais en 17. Mais en 17, par contre, ouais. J'avais passé 2 jours, ça m'avait rendu fou parce que du coup, moi, j'avais mes tests qui marchaient de temps en temps. Tu vois, c'était avant qu'on fasse le déploiement. On était sur des machines virtuelles qu'on popait pour lancer des tests, tu vois, de la version distribuée. Et puis, tu vois, des fois, mon test, j'étais, mais c'est bizarre. Je faisais un test où j'insérais un point et je vérifiais que la série existait, que je pouvais le récupérer directement via Ansible. Et tu vois, j'étais là. Tiens, c'est bizarre, j'ai pas ma série. Et puis tu sais, tu te connectes sur la machine. Elle est où ma série? Ça m'a rendu fou. Alors tu sais, tu éteins tout, tu rallumes et fais c'est apparu. Ouais, non, c'est. Bon, en tout cas, nous, faire ce chemin de migration, ça nous a quand même. C'était très intéressant et ça nous a permis de faire un peu de ménage. Ce qui était bien, parce que on avait un peu abusé en termes de scalabilité sur les métadonnées. En fait, on était au milliard de séries uniques. Ce qui est toujours, tu sais, la limite, en fait, en time series, t'as toujours les gens qui se mettent un peu l'objectif de 1 billion unique time series, et puis en fait, nous, on y était, quoi, tu vois. Sans mal. Hein, c'est un peu pénible de l'astreinte, tu vois, de temps en temps. Ça demande un peu d'organisation et de découpage de sharding au niveau des métas, mais en soi, ça se fait, quoi. Ah oui, par contre, on pouvait monter à cette cardinalité-là, ouais. Et donc voilà, donc on a ça nous a permis énormément de nettoyer la donnée, de la qualifier, de savoir comme on a la main en fait sur les agents qui poussent les métriques. En fait, nous, ça nous a permis de faire un état de l'art de qu'est-ce qu'on pousse, où, comment, est-ce que la donnée est intéressante à persister. Et du coup, on a pu faire ce travail. La migration nous a permis de faire un travail de qualification de la donnée qui était plutôt intéressant, et des backups accessoirement aussi. Ouais, après sur la cardinalité, en fait, le souci de cardinalité, il vient surtout dans des cas d'usage comme l'observabilité. Pourquoi ? Parce que alors la cardinalité, qu'est-ce que c'est ? La cardinalité, c'est le nombre de séries uniques qu'on va gérer. Et donc dans les systèmes de séries temporelles, on va avoir des métadonnées. Et parmi ces métadonnées, on a généralement un ensemble de clés-valeurs qu'on appelle des labels, comme c'est notre cas, ou des tags chez d'autres gens, comme un FluDB par exemple. Et en fait, la combinatoire de ces clés-valeurs, selon ce qu'on met dans les clés-valeurs, peut exploser et conduire à un nombre de combinaisons qui est exorbitant. Et dans les cas d'observabilité, c'est assez souvent le cas, puisqu'on va retrouver soit des identifiants de VM, soit des identifiants de span quand on fait des traces ou des trucs comme ça. Donc, des choses qui vont très très vite monter en combinatoire.
et qui vont poser un problème de gestion. Donc en face, avec un joli petit produit cartésien à la clé Exactement. qui t'amène à ouais. le nombre de machines fois le nombre d'ID potentiels fois le contexte qui peut bouger fois, et en plus après souvent c'est là où tu apprends aussi à designer ton data model. C'est qu'au début tu mets un peu tout ce que tu veux dedans et puis au final quand tu vois le truc que ça donne, oui, bon, ça, je vais le contextualiser, ça, je le déduis de ça, et t'enlèves des trucs pour que ça reste un peu maîtrisable, parce que sinon, ça peut aller vite, ouais. Ouais, c'est donc- clair, j'ai souvenir de gens qui mettaient les identifiants de conteneurs Docker dans des séries temporelles. Donc on avait une série qui était labellisée par l'identifiant de conteneur Docker. Donc on avait un point pour le début, enfin le démarrage de l'image, un point pour le stop, et donc il y avait des milliards de séries à 2 points, donc ce qui n'était pas très efficace. Et donc oui, dans ces cas-là, tu réfléchis à ton modèle et tu l'inverses éventuellement pour gérer ta cardinalité, en tout cas pour la. Ou tu gères le cycle de vie de ta métadonnée. Oui. Tu vois, tu Ou peux tu très bien gères, te dire que tu veux l'entièreté de ces infos-là à la granularité la plus fine. Par contre, quand tu as buté le conteneur, il faut effectivement que tu aies une sorte de queue dans laquelle tu dis cet ID-là, il y a un moment, il faut aller le nettoyer. Exactement. Et dans ce process de nettoyage, quitte à venir réagréger cette donnée-là avec d'autres pour garder l'intelligibilité de la donnée, pour pouvoir avoir un indicateur sur ton volume, sur tes stats, sur je ne sais quoi, mais en n'ayant plus les index absolus de ce conteneur qui n'existe plus, quoi. Exactement. Parce que nous, on fait ça sur nos VM, hein, parce que Oui, on boot des VM comme des conteneurs. Et alors, j'aimerais te dire qu'on a fini de gérer le bon cycle de vie. Oui, c'est ce que j'ai. Mais Disons que moi, je vois la RAM baisser lentement, mais sûrement. voilà. On a que à faire le forecast de la RAM et on se dit. Oui, je le vois, t'inquiète. Ça nous dit qu'on doit s'énerver dessus. donc tout ça pour dire que ouais, la capacité d'une solution de time series à gérer le cycle de vie, c'est fondamental, c'est-à-dire la capacité à effacer des données et ou des métadonnées. C'est un truc qui est hyper important. Alors tu mentionnais plutôt le RGPD comme étant une contrainte aussi à prendre en compte. Donc oui, c'est une des contraintes pour intégrer de la suppression efficace dans une base de données de série temporelle. Mais la gestion du cycle de vie, et notamment dans des environnements dans lesquels il y a une grosse on va dire une grosse cardinalité des séries et puis de certaines métadatas, c'est aussi un truc fondamental, et il faut absolument le regarder, parce que sinon on commence à déployer une solution et puis au moment le pire, c'est-à-dire quand on commence à plus avoir de RAM, plus de machin, plus de trucs, on se rend compte qu'on peut pas effacer, et là là c'est moins rigolo. Ouais, là c'est moins rigolo, ouais. C'est moins rigolo. Donc cette cardinalité infinie, c'est un peu le serpent de mer du monde de la time series. Alors infini, personne n'y arrive, hein, forcément, parce que il faut pas rêver, mais il y a rien d'infini. Est-ce que c'est pas comme tu sais les frites, tous ceux qui en parlent, c'est ceux qui en font le moins. Ouais, non, je pense que tout le monde, disons que chacun a sa cardinalité infinie, on va dire ça comme ça. Et la cardinalité infinie des uns, est pas celle des autres, et en fonction de ce qu'on veut faire croire aux gens, on va le présenter d'une façon ou d'une autre. Donc nous, on n'a jamais dit qu'on pouvait atteindre une cardinalité infinie, parce que bien évidemment on peut pas. Mais vous êtes l'exemple typique pour témoigner que Warp 10, et encore c'était Warp 10 10, enfin 10 2.11 ou un truc comme ça. Warp 10 c'est Warp 20, non? Warp 30. Donc non, c'était une version 2, et vous aviez atteint 1 milliard, effectivement, comme tu le disais, Pierre. Donc nous, on sait qu'on peut atteindre 1 milliard et plus, parce qu'on a des utilisateurs qui l'ont fait. Mais quand on lit les discours de tout un tas de solutions de time series, on s'imagine que on n'a pas de problème de cardinalité. Alors que quand on creuse un peu, en fait, il y en a, parce que les limites sont bel et bien là, et qu'il y a quelques cas idéaux dans lesquels on va pouvoir passer outre ces limites.
Oui, et puis c'est pas une fin en soi, c'est pas parce que tu tiens le milliard de time series que tout va bien. Ça dépend en fait comment tu as structuré tes séries dedans, et ça dépend comment. Enfin, tu vois, si tu as par exemple beaucoup le même class name mais les labels qui changent, en fait, le parcours dans tes class names, il va être infini, quoi. Enfin, il va être long. Donc, tu as aussi intérêt à avoir une structuration de ton index derrière qui soit optimisée pour ton besoin, quoi. Et ça, ça vient en discutant avec vous, avec du support par exemple, ou en allant lire le code si t'en es capable ou adapté, quoi. Mais Après, il y a des trucs intéressants qu'on a fait. Enfin, il y a des fonctions dans notre bibliothèque de fonctions qui sont là parce qu'on a eu des cas dans lesquels justement l'identification des séries auxquelles accéder était problématique. On a eu un cas notamment sur de la donnée AIS, donc de la donnée de localisation de navires, où on avait un cas d'usage sur lequel il fallait sélectionner des navires et potentiellement il fallait sélectionner beaucoup de navires. Et donc sélectionner beaucoup de navires, ça veut dire sélectionner des navires dont un label particulier, donc une métadonnée particulière, est un identifiant parmi un ensemble d'identifiants. Et donc, en fait, les navires ont un numéro qui s'appelle le MMSI, qui est un numéro unique des navires. Et donc, quand tu veux sélectionner des séries qui suivent le parcours d'un navire, tu passais l'identifiant des MMSI que tu voulais voir. Sauf que l'utilisateur en question, il voulait récupérer quelquefois 600 000 traces des traces pour 600 000 navires différents, ce qui commençait à poser problème. Et donc, ces 600 000 navires, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient une expression régulière en disant le premier numéro, ou le deuxième numéro, ou le troisième numéro, ou le machin. Ce qui est ce que ferait n'importe qui doit faire une expression régulière avec autant de trucs. Puis il nous dit, je comprends pas, j'ai une requête, il faut 40 minutes pour avoir le résultat, quoi. 40 minutes pour avoir le résultat. Et on lui dit, mais en récupérant des données, il dit, non, juste récupérer la liste des séries, ça met 40 minutes. Tu vois. Et effectivement, son expression régulière, elle mettait 40 minutes. Et donc, on a fait une fonction qui a un nom barbare qui s'appelle RE-opt-alt. Donc Regular Expression Optimized Alternates, qui permet de prendre une liste d'identifiants et de créer une expression régulière optimisée pour que l'identification des séries qui répondent à ces identifiants-là soit rapide. Et on est passé de 45 minutes et quelques à 27 secondes, je crois, pour identifier les 600 000. Juste parce qu'on a réécrit l'expression régulière. Elle est trop bien, cette fonction. Voilà, mais tu vois, et donc, ça fait partie des effets collatéraux d'avoir beaucoup de séries, effectivement. Il faut se creuser un peu la tête pour arriver à faire ce genre de truc. Et donc, ça fait une expression régulière qui est absolument imbuvable, faut pas la relire à la mano, mais n'empêche qu'elle est hyper optimisée, quoi. Tu la donnes en entretien et tu dis... Comment tu arrives à ça? T'as une lib qui te fait ce boulot-là? Non, c'est nous qui l'avons fait. En fait, t'as une combinatoire qui fait que on a structuré pour que la combinatoire des alternatives soit la plus faible possible. Ah ouais, ok. Parce que sinon, t'as un arbre qui explose et en fait, la recherche met vachement de temps, quoi. Et en même temps, il faut que, faut que ce soit optimisé pour la recherche derrière, quoi. Voilà, ouais. Parce que, en fait, ça, c'est une autre problématique sur la cardinalité infinie, c'est qu'il y a cardinalité. Pardon, je te coupe, mais elle est hyper contre-intuitive, quoi. Enfin, là, j'ai l'exemple de la doc, là, où t'as des mots classiques, genre hollow, almost, all on, long, already, also, waves, etc. Si on regarde le résultat, ok. Elle est efficace. Et confiance. Trust me, bro. Elle est bluffante. Ouais, c'est drôle. C'est drôle, mais c'est surtout utile parce qu'en fait, le cas d'usage observabilité, par exemple, souvent les gens accèdent à un système ou quelques systèmes. Et donc, finalement, l'accès aux données, il n'est pas si compliqué que ça. Mais nous, on a des cas d'usage dans le domaine industriel, par exemple, ce domaine des navires, dans lesquels c'est pas inhabituel d'accéder à 50 000, 100 000 séries différentes pour faire des agrégats sur ces 100 000 séries. Et sélectionner 100 000 séries sur la base d'expressions régulières, si tu ne craftes pas ton expression régulière de façon un peu intelligente, tu as des perfs pas terribles. Voilà.
Et tu peux quand même dire genre B étoile et il va l'utiliser dedans. Non, ou... là c'est vraiment. C'est un Oui, conducteur de string, alors, quoi. je sais plus je sais plus si on l'a fait, mais je me demande s'il faut pas d'abord faire une première extension pour que tu puisses Ok. le faire comme ça. Donc, mais bon. Bah, une fois que tu as l'expression, tu peux sans doute aller dedans et faire un petit set, Ouais, un bien replace sûr. string de ce que tu veux en mettant une étoile, quoi. Mais, Ouais. mais c'est bluffant. Hein. Et bah voilà, j'ai appris un truc aujourd'hui. Oui, moi aussi, ouais. Moi, je sais à qui je vais la donner en interne. Ah, mais faites le test, hein, vous verrez. Je pense que ça peut être intéressant de voir les effets entre Ouais. l'expression régulière faite par l'intuition d'un humain et puis l'expression régulière qui est faite par quelque chose qui est bourrin et qui va dire bah non, c'est pas comme ça. Je m'en fiche de savoir ce que ça veut dire. Moi, j'optimise. Ouais, mais tu vois, enfin, on en revient aux enjeux métiers et à l'évolution un peu du spectre de la time series. Et autant je trouve que 2015, 2020, il y avait un momentum, là, t'avais globalement une TSDB par semaine qui sortait, avec la boîte de VC qui voulait mettre des billets dedans parce que c'était le truc à la mode, et tu vois, 3 mois plus tard, il n'y avait plus rien. J'ai l'impression que ça se calme un peu, tu vois, que ça se rationalise. Alors, le marché aide aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous ceux-là sont allés sur de l'AI quelque chose. donc, donc quelque part, ils sont un peu moins actifs au niveau time series. Mais est-ce que le monde sur le domaine de la time series n'est pas un peu en train d'évoluer aujourd'hui là-dessus? Alors, je pense que il évolue pas mal. En fait, il y a eu énormément d'acteurs qui ont assimilé time series à observabilité. C'est-à-dire que dans leur positionnement, la time series, c'était avant tout l'observabilité. La raison pour leur levier d'apprentissage, c'est par là qu'ils ont découvert un peu la time series. C'était deux choses. C'était effectivement par là qu'ils sont rentrés et par là qu'ils ont découvert la time series et le premier sujet auquel ils se sont intéressés. Mais c'était aussi le moyen d'aller convaincre des VC qu'il y avait un vrai marché qui était clairement identifié. C'est-à-dire que, en fait, l'engouement pour les solutions de time series qui étaient axées observabilité, il est finalement très corrélé à l'engouement qu'ont eu les boîtes pour des infrastructures cloud. En se disant, étant donné que je vais avoir une infrastructure élastique avec des trucs qui vont bouger sur plein de machines différentes, etc. Je vais avoir besoin de suivre de plus en plus de systèmes. Et les deux ont en fait eu une croissance en parallèle. Sauf que ce marché autour de l'observabilité, alors je ne sais pas si c'est vraiment le marché des time series qui s'est structuré ou si c'est plutôt le truc autour de l'observabilité. Je pense que c'est plutôt l'observabilité dans un premier temps. Mais il y a des acteurs de l'observabilité qui sont apparus plus récemment que d'autres. On a vu poindre des Datadog, on a vu disparaître en gros des New Relic. Fut un temps, il y a 10-12 ans, on voyait des pubs New Relic partout, tout le monde avait un t-shirt New Relic, etc. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne qui utilise New Relic. Par contre, il y a des gens qui utilisent Datadog, et puis les cloud providers ont eu aussi leur propre solution. Et puis, moi, je pense qu'il y a comme encore Grafana. du monde à utiliser New Relic. Hein. Oui, je pense aussi, ouais. Ils font moins de marketing, mais ils ont une petite base établie. À mon avis, ils gagnent leur vie. Hein. Ah non, mais très bien s'ils gagnent leur vie. Mais tout ça pour dire que le marché de l'observabilité, il s'est quand même beaucoup structuré autour de nouveaux acteurs. Donc des Grafana, des Datadog, etc. Des gens qui ont levé beaucoup d'argent. Et du coup, les acteurs qui se présentaient un peu comme des pure players de la time series, mais qui étaient quand même très focusés sur un use case d'observabilité, ils ont un peu perdu de momentum parce que justement, leur marketing, c'était pas de dire qu'ils faisaient de l'observabilité, c'était de dire qu'ils faisaient de la time series. Et aujourd'hui, le focus, comme les offres d'observabilité sont plus abouties aujourd'hui qu'elles ne l'étaient il y a quelques années, les gens qui veulent faire de l'observabilité vont vers des solutions qui se disent solutions d'observabilité et vont pas vers des solutions qui se disent solutions de time series. Donc comme finalement
ce marché, finalement, il est moins ouvert que ce qu'ils avaient imaginé. Eh ben, il y a des acteurs qui jettent l'éponge, ça c'est une possibilité, soit des acteurs qui changent un peu leur discours et se refocusent sur des choses plus resserrées en termes de métier, on va dire, parce que voilà, on en parle moins. On parle moins de time series aujourd'hui, donc il faut trouver une niche qui va bien. L'AI, c'est effectivement quelque chose qu'essayent d'embrasser certains acteurs. KX System, donc, qui est historiquement un acteur qui faisait une base de données de séries temporelles qui s'appelait KDB, qui est excessivement utilisée dans le domaine de la finance. Aujourd'hui, moi je les ai vus sur des salons, ils se positionnent comme KDB.ai et ils disent même plus qu'ils font de la time series, ils disent qu'ils font du vecteur. Oui, mais Vecteur comme toutes ces boîtes-là faisaient de la big data, maintenant elles font de l'AI. Voilà. Tu vois un peu le truc sur les vector search aujourd'hui. Tu dis, le vector search is the new time series. Voilà. Surtout avant ça s'appelait graph avec juste des capacités d'indexation, quoi. Ouais, ils vont te dire que c'est un peu différent. Voilà. Ah non, mais oui, d'accord, très bien. Regarde Postgre, à la fin, t'as PG Vector dedans et ça fait le job, tu vois. Oui, bien sûr. Bien sûr. Bon, tu peux créer ta DB spécifique, certes, mais moi, comme toi, j'ai vu des DB exister où aujourd'hui, elles se mettent AIDB, et tu vois, genre... C'était pas ça que tu faisais avant, pourtant. Ouais, non, c'est... Et puis tu regardes la différence de code, tu dis, mais en fait, le code n'a pas changé. Voilà, donc maintenant t'as KDB, t'as Timescale Vector, je crois aussi, pareil. Ouais, ils ont ajouté un truc, alors que Timescale, leur différenciation avec PG, c'était justement d'avoir un store optimisé time series, plus ou moins, mais avec une modélisation table SQL un peu à la Influx. Oh, Influx, parlons-en. Vous avez vu le dernier blog post de Paul Dix? Ah ouais, j'ai vu le blog post de Paul Dix. Il repose un peu les choses sur la stratégie open source d'InfluDB, qui était, je pense, attendue par les utilisateurs. Alors, on va dire que le positionnement était attendu, mais je suis pas sûr que ce soit celui-là. Moi, je n'ai rien compris. J'ai regardé un peu vite, mais avant, tu avais Influx. Aujourd'hui, tu as Influx Edge, Influx Community, Influx Cloud truc, Influx Serverless truc, Influx Cloud Enterprise machin. Ok. Mais par contre, effectivement, j'ai l'impression que ils ont gardé donc ce qu'ils appellent le Edge, c'est la version open source. Raspberry Pi. La nouvelle version. Non. Parce que c'est la version open source, mais en fait, c'est une sorte de core, tu vois. C'est une sorte d'open core. Il y a rien dedans, en fait. T'as pas la gestion des compactions de parquet machin. T'as pas les suppressions. En fait, c'est bien, mais ça sert à quoi, ce truc? Enfin. Alors peut-être pour repréciser un peu, parce qu'ils ont sorti la version 3 l'année dernière, je crois. Et en fait, la version 3 d'InfluDB, c'est l'évolution d'InfluDB IOX, qui est une réécriture complète d'InfluDB en utilisant Rust et en basant Rust, DataFusion, Arrow, et puis je sais plus quoi. Et en stockant les données dans des fichiers Parquet sur un object storage. Donc c'est une complète évolution par rapport à ce qu'ils avaient avant. Donc la version InfluDB 3 principale, ils sont passés dans un mode cloud first, donc c'était le cloud. Donc en fait, soit tu utilisais la version open source qui était soit du 1.8 je crois, soit du 2 et quelques, soit tu utilisais la version 3 mais dans le cloud. Et donc il n'y avait pas encore de version 3, et il n'y a toujours pas d'ailleurs de version 3 open source. Spoil. Mais donc ce blog post là, en fait, il précise un peu les choses sur ce que va être la prochaine version open source. Ils ont carrément réduit le périmètre, c'est-à-dire que en fait, on voit que la logique cloud first, elle fait que ils ont envie de
de garder finalement le gros des features sur des versions qui sont des versions qui leur apportent de l'argent et pas des versions open source. Donc exit effectivement un certain nombre de fonctionnalités, notamment la suppression des données, on en parlait tout à l'heure, mais la version Edge, qui sera la version open source d'InfluDB, tu ne pourras pas effacer de données, ce qui pose des problèmes de compatibilité avec le RGPD, effectivement, mais ce qui pose aussi des problèmes parce que potentiellement tu t'es planté dans ta... Oui, t'as envoyé... Ouais, tu t'es planté dans ta modélisation. Dans ce que t'as envoyé, t'as envie de recommencer, tu vois. Voilà. Le cycle de vie qu'on évoquait tout à l'heure, tu l'oublies aussi, hein, ça va pas être possible. Donc bref, en gros, c'est la TSDB pour les gens qui se trompent jamais. Donc tant mieux s'il y en a. Hein, mais... Et comment tu fais quand tu as fini de beurrer tes disques avec toutes tes données, en fait? Peut-être que tu peux effacer des fichiers parquet et que ça ira. Mais bon, donc il n'y a pas de suppression et il n'y a pas, effectivement, ce que tu disais, Stéphane, il n'y a pas de compaction. Or, finalement, leurs fichiers parquet, s'ils ont gardé le système il y a quelques mois quand j'avais regardé, en fait, leur sweet spot de taille de fichier parquet, et c'est là qu'on peut se demander s'ils ont bien saisi la philosophie derrière parquet, la taille idéale pour eux de fichier parquet, c'est 10 mégaoctets. Oui. Voilà, c'est 10 mégaoctets. C'est-à-dire qu'en fait, ils génèrent plein de petits fichiers parquet. C'est du parquet embarqué. C'est du parquet embarqué. Non, mais même sur la version cloud, si j'ai bien compris, c'est le sweet spot qu'ils ont identifié. Et à côté de ça, ils ont plein de métadonnées qu'ils extraient des fichiers parquet. C'est-à-dire qu'en fait, dans la version cloud qu'ils ont, et ce sera le cas dans la version community là, qu'ils veulent intégrer, et sans doute dans la version Edge, en fait, il y a un metadata store qui permet d'avoir les métadonnées des parquets, et dans ce metadata store, si j'ai bien compris, ils mettent carrément les footers des fichiers parquets, quoi. Parce que en fait, la problématique au moment des requêtes, c'est d'identifier les fichiers qu'il faut aller taper pour servir une requête donnée, quoi. Et peut-être même qu'ils prennent les mines, les max, ou je pense qu'ils doivent la médiane, comme ça, ouais. tu vois, ils s'embêtent même pas. Donc en gros, tu vas quand même avoir un problème de scalabilité de ce metadata store, parce que si tu as beaucoup de fichiers, potentiellement ça va être problématique. Et donc, ils ont une fonctionnalité de compaction des fichiers parquet qui vise à recréer des fichiers plus gros une fois que tu t'es rendu compte que tu avais trop de fichiers petits. Sauf que dans la version Edge open source, là, il n'y a pas cette fonctionnalité. Donc, tu te démerderas avec des petits fichiers et plein de petits fichiers. Pas sûr que ce soit ce que les gens veulent, mais bon. Sur ta carte SD, sur ton paille. Sur ta carte SD, sur ton paille, ou même sur ton serveur, hein, puisque en fait, la seule version open source qu'il y aura d'InfluDB, à moins que tu veuilles utiliser une vieille version, ce sera celle-là. Faut que je lise en détail ce qu'ils disent pour Flux, parce que en vrai, je comprends rien à ce qu'ils font. Moi. Flux, ils l'ont sorti, Flux. Ouais, Flux, mais je me dis, c'était presque ce qui devenait le plus intéressant chez eux. C'est ce que vous faites vous, c'est l'équivalent. C'est un langage qui est fait pour manipuler de la donnée orientée time series, ce qui n'existe pas en SQL ou genre de truc, avec une approche dataflow, avec cette capacité de dire je fais une query, mais je vais debug à tel endroit, puis je continue, puis tu vois, en fait, répondre à la complexité des enjeux métiers des gens. Et bon, ils expliquent qu'ils n'ont pas eu l'adoption qu'ils attendaient. D'accord, en fait, oui, c'est long de créer un langage, mais... à qui le dis-tu? Oui, mais en fait, le truc, c'est que... effectivement, pour des VC, je trouve que c'est pas rentable, parce qu'ils ont commencé ça en 2017-2018, si mes souvenirs sont bons. Et 2017-2018, on est 2024, les VC, tu vois, je pense qu'ils ont des périodes de 5 ans, tu vois. Donc ils se disent, du coup, c'est pas rentable, arrêtez. Ah ouais, mais bon. Et quid des gens qui avaient commencé à construire dessus, quoi. Donc je pense que là, ils se font... tu perds confiance, quoi, dans Influ. Ça fait 4 fois qu'ils réécrivent leur store, si mes souvenirs sont bons. Ouais, je crois, ouais. Donc, ils sont à la 4e réécriture de leur soft. Donc, déjà, tu te dis, vous êtes sûr que vous avez bien compris votre métier? Parce que, bon, allez, on juge pas. Mais c'est la 4e réécriture. Là, maintenant, il y a plus d'open source de la solution. Il y a un open core d'une partie, mais qui est pas vraiment utilisable. Je comprends même pas pourquoi ils disent que la branche, le repo IOX a été copié
sous un commit dans le repo InfluxDB, et que le IOX repo sera... Ah oui, d'accord, en fait, oui, il refusionne les repos, très bien. Il y a Andrew Lamb. C'est Andrew Lamb c'est le core contributeur DataFusion. Par contre, lui, il a fait un papier il a fait un white paper sur DataFusion. Et par contre, il a step down de son poste de... Comment ça s'appelle Ouais, je crois qu'il a step down, ouais. Alors, il a step down DataFusion, mais en fait, il a... Non, de PMC. Attends, je sais plus. Ouais, mais il est arrivé PMC d'un autre truc. Il est arrivé PMC Arrow, je crois. Ok. Bon. Si j'ai cru c'est bien... Andy Grove qui est redevenu le... Ah non, pardon, je confonds avec Andy Grove. Bon, bref, c'est l'actualité de POP. Donc, en fait, moi, je trouve que Flux, c'était le truc pour justement aller ancrer avec des boîtes qui ont des vrais enjeux métiers et qui sont, du coup, celles qui vont te payer réellement, tu vois, pas les wannabe hobbyistes sur Raspberry Pi pour faire l'IoT du dimanche. Mais bon, après, peut-être qu'effectivement, ils ont eu des mauvais retours de leur communauté, mais moi, du coup, dans ma compréhension, je me dis, bah oui, mais du coup, ils font quoi? Ils vont faire un FluxQL encore? Alors, en fait, alors je sais pas s'ils ont eu des mauvais retours. Je pense que nous, on a beaucoup regardé Flux parce qu'effectivement, l'approche était un peu similaire. D'ailleurs, j'avais tweeté à Paul Dix quand ils avaient sorti Flux en disant ah bah ça y est, on est content de voir que vous marchez dans nos pas. T'es taquin un peu, hein. Ah, j'étais un peu taquin. Mais en fait, ils n'ont pas vraiment marché dans nos pas. C'est-à-dire que Flux, je crois, avait 80 fonctions, là où nous, on en a 1300. Et donc, en fait, il manque plein de choses. Donc, je pense qu'il y a eu une énorme frustration chez les gens parce que finalement, tu commences à utiliser du Flux et puis tu te rends compte que tu peux pas vraiment faire... il y a des trucs que tu peux pas faire et donc, voilà, c'est frustrant parce que tu as commencé, mais tu peux pas aller plus loin et donc c'est un peu compliqué. Donc ça c'est vraiment une problématique. Et puis... je veux dire qu'il n'était pas Turing complet, quoi. Ah bah clairement, il n'était pas Turing complet, ouais, ça c'est sûr. Et puis tu peux pas recomposer tes fonctions. Non, il y a plein de choses que tu pouvais pas faire, et puis tu pouvais pas l'étendre. Tu vois, ils avaient promis que tu pourrais faire des macros, créer tes propres fonctions, etc. Alors ça n'a jamais été vraiment très très clair. Donc là, je pense qu'ils ont jeté l'éponge en disant on va juste faire du SQL. Alors ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que en fait, quand tu regardes, on va dire l'acteur phare de la time series en SQL, qui est quand même Timescale, puisque Timescale c'est une extension à PG, donc on peut difficilement faire plus SQL que PG. En fait, ils ont fait le chemin inverse, c'est-à-dire que eux, ils ont dit, bah nous on est SQL pour faire des time series, et puis ils ont atteint les limites du SQL pour faire des time series, et ils ont introduit il y a, je crois, 2 ans maintenant, un truc qui s'appelle Function Pipeline, où en gros ils font du data flow au sein d'une requête SQL. Donc c'est un peu artificiel, mais donc en gros c'est select fonction 1, pipe fonction 2, pipe fonction 3, pipe fonction 4, from machin. Donc bon, ça a de SQL le select, le from, et on va dire que ça s'arrête un peu là. Mais ça a plus la débugabilité. Tu peux pas au milieu de ton pipe dire pause, print-moi les données que tu as là. Et... non, ça c'est sûr. Bah non. Donc ça sert à rien. D'un autre côté, en Flux, tu peux difficilement le faire parce qu'il faut que tu... Enfin, je veux dire, t'as pas de débugger, il faut juste que tu shrink ton script et que tu dises bah finalement je vais m'arrêter là, quoi. Donc en fait Timescale ils ont fait le chemin en se disant SQL ça suffit pas, on va aller vers autre chose, et dans le même temps InfluxDB ils disent bah non Flux on arrête, on va aller que vers du SQL, et SQL ça devrait suffire. Donc ça c'était le discours initial. Alors ils se sont heurtés à des gens qui disent ah ouais mais moi ce que je fais avec Flux en fait je peux pas le faire en SQL et c'est pour ça que je fais du Flux. Et donc, ils leur disent, bah ouais, bah alors, en fait, il y a 3 voies possibles. Il y a une première voie qui est, vous faites du SQL, vous récupérez les données, puis vous écrivez ça dans autre chose. Bon, donc en gros, tu repars de zéro et tu réécris tout ton truc métier, quoi, sympa. Je suis pas sûr que tout le monde soit vraiment très pour. Ils ont, donc, Influx a passé Flux en mode maintenance, mais il y a eu une initiative d'un fork de Flux qui existe sur GitHub. Je sais plus comment il s'appelle, FluxPipe, je crois. Bah, il y a un Flux Community. Non, il y a un truc juste Flux qui s'appelle FluxPipe, je crois. Ok. Un projet sur GitHub. Et donc ces gens-là, ils disent, bah, on va faire un binaire enfin c'est open source, mais on va faire une release dans lequel il y a un binaire
qui permet d'interagir en utilisant Flux sur des sources de données diverses, dont un flux DB. Et donc, les gens qui aujourd'hui utilisaient du Flux, un flux est en train de les pousser vers FluxPipe en disant, voilà, il faut aller vers FluxPipe, et comme ça, vous pourrez régler vos problèmes en utilisant Flux. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et puis la troisième possibilité, c'est ce qu'ils veulent intégrer dans un flux DB, c'est ce dont ils parlent, je crois, dans l'article, en disant qu'ils veulent faire une VM. En fait, ils s'imaginent faire des VM qui tourneront sur la même machine qu'un flux DB, dans laquelle tu pourras faire tourner du Python, par exemple. Et d'avoir une sorte de, je sais pas, de lambda ou de face local à ton déploiement d'un flux local DB. à ton parquet, du coup Local à ton déploiement d'un flux. Quelque chose. Local à ton API query, quoi, pour économiser le réseau sur le truc. Sauf que bon. Ouais, franchement, je sais pas trop à quel endroit ils veulent le positionner. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est les trois trucs qu'ils te proposent pour que tu puisses quand même t'en servir. Sachant que ça pose plein de questions, parce que comment est-ce que tu récupéreras les résultats? Comment est-ce que tu pourras intégrer ça dans des dashboards? Comment est-ce que tu pourras visualiser? Comment est-ce que tu passeras ça à l'échelle? Où seront localisés tes traitements si tu as un truc distribué? Enfin voilà, il y a plein de questions aujourd'hui sur lesquelles il n'y a pas de réponse. Donc ça reste une belle promesse, ça reste une belle histoire. Maintenant, il faut voir comment est-ce que ça va effectivement sortir. Donc ce sera intéressant en 2024 de voir comment est perçu un flux DB Edge 3.0 version open source. Ouais, en fait, ils veulent aller voir le marché de l'analytique et de la BI, quoi, pour avoir en fait des KPI qui vont être comme ces gens-là sont plutôt des acheteurs généralement. Tout ce qui va être un peu reporting de data de type time series machin, en fait, ils veulent s'intégrer aux outils BI, les tableaux machin, et c'est pour ça qu'ils vont sur le support SQL uniquement, parce que comme ça s'intègre dans les ClickView, tableaux machin. Et en ayant une stack plutôt orientée analytique, hein, parce que du coup, Parquet, Arrow, machin, enfin, on n'est pas dans du transactionnel. Alors, ouais, non, on n'est pas dans du transactionnel, ça c'est sûr. Après, la partie analytique, elle est toute relative, parce que moi, par curiosité, j'ai essayé d'ouvrir les fichiers Parquet avec PySpark, et en fait, on peut pas les lire. Donc, la promesse qui est de dire... c'est du Parquet, c'est standard. Analytique via un flux, quoi. Il reste, mais la promesse de faire du Parquet, c'est que tes Parquets, tu peux t'en servir n'importe où. Bah oui. Or, en fait, tu peux pas. Ils vendront peut-être l'extension qui permet de les lire. Il y a un encoding chelou. En fait, ils sont générés par Arrow, et Arrow utilise des types que PySpark ne sait pas reconnaître. Donc, si tu fais du PySpark sur étagère, en fait, tu peux pas lire les données qu'il y a dans leur... Enfin, en tout cas, tu pouvais pas, il y a quelques mois, lire les données qu'il y avait dans les fichiers Parquet générés par un flux DB. Oh, c'est étonnant, ça. Ouais. C'était un peu bizarre. Bon, ok. Mais bon. Écoute. Donc, voilà. Donc, c'est la fin d'un flux OSS, quoi. Ouais, je sais pas si c'est la fin d'un flux OSS. En tout cas, c'est un clair revirement, et il y a de fortes chances que les gens qui utilisent un flux OSS aujourd'hui restent sur des versions... Il y a encore déjà beaucoup de gens qui restent sur la version 1. Donc, à mon avis, il y a des gens qui vont rester sur 1 ou 2. À chaque fois, hein, la réflexion que ça m'amène à chaque fois, c'est toujours le côté instable que ça crée de reposer sur des boîtes financées massivement par du VC, du venture capital, qui veut un ROI très rapide en quelques petites années, et qui fait que quand tu construis ta stratégie d'entreprise sur des services ou des boîtes comme ça, bah t'as quand même une non-pérennité de ton avenir. Enfin, c'est pas garanti, quoi. Et je trouve qu'il y a pas mal de boîtes qui aujourd'hui n'ont pas ce réflexe ou cette maturité de dire ok, votre techno est intéressante ou pas, machin, mais vous êtes financé comment? C'est quoi votre modèle derrière? Et tu vois, pour l'illustrer, je sais que en début de semaine, on était en Belgique, et on a eu justement un partenaire allemand qui nous a posé cette question-là en disant ok, c'est quoi votre modèle de financement? Alors par ailleurs, nous on croit sur nos revenus, donc oui, on croit moins vite que certains qui ont de l'argent gratuit, sauf qu'on garde notre liberté de penser et d'implémenter, et quelque part, je vais pas dire que ça n'a pas de prix, évidemment ça a un prix, parce que en fait t'as des gens qui disent oui, mais regardez eux, ils vont plus vite.
Alors, ouais, ok, on paye ce prix-là. Mais par contre, on est là pour durer, quoi. On est là pour durer et c'est ça qu'on peut vendre. C'est le fait d'accompagner ces boîtes-là dans le temps, puisque ça fait partie de notre mission. Et je sais que vous partagez ça avec nous. C'est que aujourd'hui, vous avez un modèle d'investissement où vous nourrissez de vos clients, comme nous. Et je sais pas si vous avez beaucoup ce genre de retour ou pas, ou si vous voyez des clients qui des gens qui commencent à avoir cette maturité d'analyse du marché, de se dire est-ce qu'on est dans un écosystème sain ou est-ce qu'on s'en fout, il y a de l'argent magique et puis de toute façon mon projet c'est de l'informatique, c'est sale et dans 2 ans je fais feuille blanche et je repars à zéro, donc tant pis. C'est quoi vos points de vue? Moi, j'ai pas l'impression qu'il y a encore une très très grande maturité sur ces sujets-là. Je pense que, en tout cas, sur les sujets autour de la time series, il y a quand même beaucoup de gens qui succombent au chant des sirènes, au marketing, hein, en gros, parce que quand tu as levé beaucoup d'argent, tu as une grosse partie de l'argent que tu as levé qui va servir à faire du marketing. Et InfluDB, ils sont passés maîtres dans cet art-là. Je pense qu'ils ont effectivement une machine marketing qui est très 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 bonne et qui a réussi à convaincre plein de gens qu'ils étaient la solution qu'il fallait adopter. Je suis étonné qu'ils soient pas sur les AI, tu vois. Ouais, je pense que... Pas encore. Ouais, je sais pas trop où ils pourraient en mettre, mais bon, peut-être. Mais nous, on a encore beaucoup de questions de gens qui disent ouais, vous êtes petit, etc. Et moi, je réponds toujours la même chose. Je dis la seule Achète-moi, chose... je serai plus gros. Non, mais c'est même pas achète-moi, c'est la seule chose que vous pouvez faire pour qu'on devienne plus gros, c'est de devenir client et de rester client. Et ma responsabilité à moi, en tant que fondateur de boîte et en tant que CTO, c'est de faire un produit qui fait que vous restez pas par pitié, mais vous restez parce qu'on vous apporte de la valeur. Et c'est ça l'équation. C'est ça l'équilibre qu'il faut trouver. C'est que la boîte fait un produit, et moi, j'ai aucun problème à ce qu'une boîte, y compris la mienne, meure parce que son produit était pas bon. Enfin, je veux dire, quelque part, si tu fais pas un bon produit, ben oui, ta destinée, c'est sans doute de mourir. Mais si tu fais un bon produit et que tu meurs juste parce que les gens en face ne sont pas conscients qu'ils sont en pleine capacité de faire en sorte que tu sois encore là dans 10 ans, là, c'est le plus embêtant. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est quand même encore dans cette phase, c'est-à-dire que les boîtes s'attendent à ce que tu deviennes gros tout seul, sans que tu sois aidé par des clients. Et ça, malheureusement, ça n'arrive pas, parce que l'argent gratuit que tu évoquais tout à l'heure, il n'est jamais gratuit. C'est-à-dire que les 100 millions, les 200 millions qu'une boîte va récupérer auprès d'un VC, elle les récupère parce que le VC s'attend à ce qu'il récupère 300 ou 400 millions derrière. Et donc, à un moment donné, il va exiger de la boîte qu'elle ait une rentabilité, et cette rentabilité, elle va peut-être faire que tu dois refocuser ton produit complètement, tu dois aller sur des périmètres sur lesquels, certes, tu vas faire du chiffre d'affaires, mais tu vas pas servir tes clients historiques, et donc la stabilité que les gens s'imaginent qu'ils auront avec une grosse boîte, elle n'est pas forcément là, quoi. Et l'écosystème tech, il est rempli de boîtes qui ont eu ce travers-là. C'est-à-dire qu'elles ont levé beaucoup d'argent, on a beaucoup parlé d'elles, elles se sont montrées à tort et à travers comme étant les champions de demain, sans même avoir de produits, sans même réaliser de chiffre d'affaires. Et puis à un moment donné, une fois que tu as consommé tout l'argent qu'on t'avait prêté et que tu n'as pas de chiffre d'affaires, tu as 2 solutions. Soit tu meurs, soit tu arrives à récupérer de l'argent. Ouais, tu trouves que c'est global ou particulièrement en France qu'il y a cette attitude-là? Je pense que... Alors, je ne sais pas si c'est particulièrement en France, en tout cas, c'est plus marqué en France, mais tu as plus de mal à avoir des gens qui te font confiance en France quand tu es une petite boîte qu'à d'autres endroits. En fait, quand tu vas discuter à d'autres endroits comme le monde anglo-saxon notamment, dans le monde anglo-saxon, on va te dire non si tu les intéresses pas. On va pas te faire tourner en bourrique en te faisant miroiter des choses qui n'arriveront pas. On va te dire non, j'ai pas d'usage pour ton truc, ou non, ton produit me convient pas, enfin voilà, on va te le dire franchement. Mais par contre, si on te dit oui, on va considérer que tu es aussi important que le fournisseur qui est 5 fois ou 10 fois ou 100 fois plus gros, quoi.
Parce que, bah voilà, on t'a pris comme étant une solution, on a besoin de toi, et maintenant, la responsabilité de ton client, c'est aussi de faire en sorte que tu sois là pendant 10 ans, ou pendant 20 ans, ou pendant 30 ans, enfin aussi longtemps qu'il aura besoin de toi. Bah, de créer un écosystème sain, quoi, Exactement. Ça, d'interdépendance. effectivement, c'est moins marqué en France, malheureusement. En tout cas, aujourd'hui. Ouais, bah, je suis d'accord. En fait, en France, il y a un aspect très business des boîtes. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, les succès qu'on considère être des boîtes, c'est d'ailleurs Jean-Baptiste Kempf qui l'avait expliqué dans je sais plus quel podcast, où il expliquait que, en fait, on considère être comme les licornes de la tech certaines boîtes parce qu'elles ont en fait une valorisation importante. Mais la plupart de ces boîtes qui ont des grosses valos, en fait, technologiquement, elles sont assez inintéressantes. En fait, il n'y a pas grand-chose. C'est des bons produits, des belles réussites, mais pas des réussites tech. C'est pas des réussites technologiques. Je suis assez d'accord avec lui, tu vois, sur certains aspects où il y a des fois des boîtes, ouais, elles ont une belle réussite, certes, mais en fait, d'un point de vue tech, elles n'ont pas inventé la lune, tu vois. Et c'est pas grave. Elles réussissent bien dans leur mission, mais on a tendance à offusquer le côté belle ingénierie, tu vois, belle technicité. Et effectivement, quand tu discutes avec, alors pas tous les Français évidemment, mais tu discutes avec plus des Allemands, tu vois, sur certains salons ou quoi, c'est très très différent. Quand ils viennent te voir, ils te disent ok, c'est quoi ton produit? Ok, mais comment ça marche? Ok, pour qui? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait quoi? Ok, machin. Enfin, tu sais, t'es presque en train de faire un schéma d'archi avec lui, alors que tu es sur un salon en mode chill, détendu, tu vois. En mode ouais, regarde, on fait ça, c'est cool, t'appuies sur le bouton, ça marche tout seul. Et là, oui, mais derrière le bouton, il y a quoi, tu vois, et tu sens qu'il y a une volonté de vouloir comprendre à quel point t'es crédible, à quel point il y a de la valeur dans ton produit, mais il y a de la valeur par la technologie. Là où, ouais, tu fais des salons en France, t'as la question, tu fais du cube? Bah, t'as combien d'étoiles sur GitHub? Ouais, combien d'étoiles? Ouais. T'as combien d'issues? Parce que plus t'as d'issues, y a plus pas t'es que sérieux. ça, tu vois. Ou vous êtes combien? Ah, vous êtes trop petit. Bah, pourquoi? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton besoin? Ouais, après, moi je dis, enfin, sur les licornes, moi je dis toujours, c'est très facile de faire une licorne. Mais alors, je veux dire, l'épicier du coin peut devenir une licorne, c'est très simple. Tu lui files 1 000 € et il te file en échange 1 millionième de ta boîte, et ça y est, c'est une licorne. Oui, exactement. Après, il aura des emmerdes parce que sa valo, ça va être 1 milliard, mais ça sera techniquement une licorne. C'est ça. Donc faire des licornes, c'est pas dur. Si tu veux que ça te coûte moins de 1 000 balles, tu lui files 10 balles et tu prends un 100 millionième de sa boîte, et ça sera aussi une licorne. Il aura aussi des problèmes. Et il aura aussi des problèmes. Mais donc c'est pas une finalité en soi. Lever de l'argent, c'est pas la finalité. Et en fait, le problème de la perception qu'ont les gens aujourd'hui de l'écosystème tech, c'est qu'ils s'imaginent que c'est la finalité. C'est-à-dire qu'ils s'imaginent que t'as levé de l'argent, c'est bon, t'es une grosse boîte. À un moment donné, TechCrunch avait, je trouve, proposé un truc. Alors visiblement, ça a fait un peu pchit et personne s'en est saisi. Mais c'était de dire, plutôt que de valoriser l'écosystème, en tout cas de le juger à l'aune de quelles sont les boîtes qui sont des licornes. Donc une licorne, c'est une boîte qui a plus d'1 milliard de dollars de valorisation. Donc en gros, c'est que quelqu'un, à un moment donné, a jugé que la boîte valait potentiellement 1 milliard et a mis de l'argent en conséquence. Donc plutôt que de juger les boîtes sur ce critère-là, c'était de juger les boîtes sur celles qui font plus de 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et là, c'est plus la même histoire. Parce que là, c'est plus dur à trouver. Et puis là, tu as des grosses gouttes de sueur pour celles qui ont une valeur 1 milliard, mais qui ne sont pas à 100 millions de revenus, de chiffre d'affaires, pardon. Et là, qui disent, oula, ouais, on va vraiment nous juger comme ça, mais on va jamais parler de nous. Ah, bah oui, si on parle tu comprends que la rentabilité, elle est loin pour certains. Non, parce qu'il y a des boîtes, enfin, moi j'aime bien prendre cet exemple parce que je trouve qu'il est assez étonnant, mais Agricool, qui était une start-up française qui voulait faire des conteneurs dans lesquels on allait cultiver des fraises, de la salade, etc., et pour quelque part faire de l'agriculture en milieu urbain. Alors je pense pas que ça a jamais été une licorne, mais ça a été une boîte qu'on a mis en avant en disant regardez, elle a levé beaucoup d'argent, etc. De mémoire, elle a dû lever 30 millions. Et quand elle est partie au tas, donc quand elle a dû fermer parce qu'il n'y avait plus d'argent et qu'elle est en liquidation judiciaire, je crois que le chiffre d'affaires max qu'ils ont fait une année, c'était 160 000 €, quoi. Donc elle a levé 30 millions et elle a jamais fait plus de 160 000 € de chiffre d'affaires en une année, donc ce qui est quand même moins que l'épicier du coin. Pourtant, t'avais du monde à investir dedans, là, je vois.
Ah ouais, il y avait du monde à Il y investir avait dedans. tout le monde, hein. Il y avait Niel, Zefa, Henri Sédou de Parrot, Captain Train. Ouais, mais parce que la promesse était jolie. Donc, Ouais. mais comme on s'est focalisé sur la levée, et sur l'histoire qui était racontée, et sur sans doute un peu de marketing derrière, on a oublié les fondamentaux qui sont que si tu fais une boîte à un moment donné, c'est quand même aussi pour trouver un marché et avoir un produit à mettre en face, quoi. Et elle est décédée en 2022. Donc, Voilà. Ouais. Parce que l'agriculture, c'est plus le truc principal, en fait. non, c'était tellement avant 2020. Il n'y a pas d'AI. Il n'y avait pas d'AI, non. Non, il n'y avait pas d'AI. Alors, ceci dit, on a fait un épisode où on parlait un peu d'agriculture dans l'épisode 99, où on parlait de drones, de tracteurs auto-pilotés, etc. Et l'agriculture est quand même en train de se réinventer, mais à vitesse, alors peut-être pas à grand V, mais ça va très très vite. Hein. Ah oui, bien sûr. Bien Parce sûr. qu'en fait, tu as des nouveaux agriculteurs un peu système D, mais qui n'ont pas peur de sortir un ordi ou qui s'entourent de gens qui ont des ordis et qui savent un peu s'en servir et qui du coup savent bricoler 2-3 trucs. Mais il y a deux choses en fait. Il y a le seuil de rentabilité des fermes, des exploitations agricoles qui est souvent lié aussi à la surface et à la taille de l'exploitation. Un peu comme les autres pays, particulièrement en Amérique du Nord, où les fermes sont absolument immenses, en Nouvelle-Zélande aussi. Là où la France et l'Europe, en tout cas, a gardé des tailles d'exploitation agricole assez familiales et assez petites. Et les nouvelles installations ont tendance à être plus grandes et donc investissent massivement dans la tech pour optimiser justement, avoir moins de personnel et puis maximiser l'effort à produire pour produire du rendement sur sa ferme. Et le deuxième truc, c'est que les produits phyto et compagnie, l'eau, ça commence à devenir rare, les produits phyto, ça coûte cher, donc on s'entoure de tech et d'IoT entre autres pour justement réduire ses coûts d'exploitation de ferme. Ouais, tu transposes un peu, entre guillemets, le coût. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter le produit et de le mettre partout abondamment, tu mets un peu de tech qui cible exactement où il faut pour y aller. Exactement. Donc plus c'est-à-dire que tu partout. travailles en amont, c'est plutôt de l'investissement. C'est pour ça que les jeunes qui s'installent peuvent se le permettre, parce que c'est à ce moment-là qu'au moment d'acheter la ferme, qu'ils font leur crédit bancaire pour s'équiper, acheter le gros tracteur qui va bien, avec guidage satellite et tout ce qui va bien. Là où les agriculteurs déjà en place sont déjà endettés et ont du mal à investir dans ce genre de matos. Alors, le problème, c'est que les nouveaux tracteurs, c'est bien cher aussi. Hein. Si tu bricoles pas ton très, tracteur très cher. toi-même, Non. en mettant toi-même ton système de guidage, comme on a Canard chez nous qui fait pour le sien, il nous dit la moindre option là, c'est tu la sens bien passer. Quoi. C'est ça. Ouais. Il y a Mais une polémique tu vois, avec encore- John Deere là, sur les licences et sur la maintenabilité des tracteurs. Ah, attends, je sais pas s'il en avait pas parlé de ça un peu. Ouais, non, tu l'as en tête ton exemple ou... Bah, il me semble que, en gros, il y avait des gens qui avaient fait du reverse engineering pour pouvoir réparer eux-mêmes leurs tracteurs, et je crois que John Deere les a poursuivis en justice en leur disant que c'était une violation de la licence et qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. C'est le commercial d'Oracle qui allait là-bas ou... Je sais pas, mais en tout cas, voilà, t'avais pas le droit, tu vois. Ah, ok. T'avais pas le droit. Mais tout ça est pas plus mal, tu vois. Encore une fois, c'est grâce à de l'informatisation et à du logiciel qu'on vient à améliorer notre santé, quoi. Donc, pour à la fois nourrir plus de bouches, mais avec une meilleure qualité et en préservant la terre, parce que Ouais. on a des enjeux quand même assez majeurs. Et puisque on est capable d'avoir des drones qui vont détecter des maladies, des trucs, à un moment donné, il faut être capable de visualiser, n'est-ce pas? Et, Où est-ce que tu voulais en venir? et en termes de visualisation, avec ce talent, eh bien, on a deux choses à vous évoquer aujourd'hui, puisque on a effectivement contribué à une nouvelle version du plugin Grafana pour Warp 10, donc pour être dans la continuité un peu Warp, ce qui nous permet du coup d'avoir une intégration Grafana pour faire toute l'observabilité au sens propre du coup de vos données, quelles qu'elles soient, financières, monitoring, métier, etc. Mais je pense que tout le monde connaît Grafana, et si jamais ce plugin-là vous intéresse, il est disponible sur le GitHub Clever Cloud,
Et donc c'est juste un format plugin. Il faut d'ailleurs qu'on le référencie, je crois. Je sais pas si on l'a fait. Je sais dans, plus, ouais. Dans les extensions Grafana. Mais Grafana, je pense que vous connaissez peut-être moins Discovery. Xavier, est-ce que tu ne parlerais pas un peu de Discovery? Ah bah évidemment, avec plaisir, parce que Grafana c'est bien, mais c'est pas suffisant. On a toujours en mémoire l'open space avec tous les mecs qui sont en train de coder sur leur PC et une télé avec un Grafana qui affiche l'état du système, et puis on est en train de surveiller un data center parce qu'on est dans l'observabilité, et puis un des serveurs qui passe en sucette et un mec qui passe et qui arrache le disque dur. Et ben là, on le sait pas forcément parce que tout le monde a le nez dans son écran et personne ne regarde l'écran Grafana. Et quand bien même l'écran Grafana, il reste à afficher l'état de ton data center. Faudra éventuellement faire poète-poète dessus pour voir où ça en est. L'idée derrière Discovery, c'était créer un outil de data viz, enfin de dashboarding qui soit dynamique. C'est-à-dire que sous format web, donc tu peux afficher ça sur une télé. Tu as l'état général de ton système qui permet d'avoir une vision d'ensemble quand tout va bien. Et puis le jour où l'agent Kevin qui passe et qui arrache le disque dur, tu as une alerte qui se met en route sur ton système et le dashboard vient changer de lui-même sa présentation sous look and feel éventuellement pour mettre le focus sur les KPI qui sont intéressants à ce moment-là pour la résolution du problème. Et voir émettre un son même pour que les gens lèvent le nez de leur clavier et regardent ce qui se passe sur l'écran géant. Donc c'était un peu l'idée de Discovery. C'est un peu l'idée de Discovery qu'on avait à ses débuts, et puis on l'a travaillé sous forme de librairie de Web Components qui permettent aujourd'hui de l'inclure, d'avoir des dashboards dynamiques ou voire juste des simples tuiles pour afficher un graphique, un camembert ou autre chose, ou une carte. Donc tu peux l'inclure dans ton site web d'entreprise, soit sur ton intranet, sur ton site web client, sur ton portail client si tu as envie. Chose que tu peux pas faire avec Grafana par exemple. Donc voilà un peu l'idée derrière Discovery, et tout ça c'est avec notre langage que tu viens chercher les données, les manipuler, les mettre en forme et les mettre à dispo d'une couche de représentation X ou Y qui te permet d'afficher tes KPI, tes données à l'instant T. Ouais, quand on parlait d'un ensemble d'écosystèmes, effectivement, du coup, Discovery est une des pièces de cet écosystème-là. Et je sais qu'on avait créé un truc comme ça à l'époque, c'était avec Mython, on avait créé un truc qui s'appelait MyBoard, qui était un peu semblable à ça, mais là, Discovery est la même idée, mais mieux. Et ce qui, effectivement, te permet de dynamiser complètement ton contexte, quoi, puisque comme tout est programmable par tes données, la composition elle-même de ton dashboard peut être changé. Tu peux, si tu as une alerte majeure, tu peux changer pour mettre en, tu vois, je vais faire un gros carré qui devient énorme en disant attention, regarde bien là. Et ouais, moi j'encourage tout le monde à aller regarder ce que c'est parce que c'est hyper intéressant. Enfin, moi j'adore ce projet. Faut que j'en fasse plus, comme autre chose. Mais tu vois, pour tout ce qui est télé, comme tu le dis, alors dans l'industrie c'est peut-être même encore plus intéressant. Mais bah ouais, surtout si tu veux interagir, naviguer entre les dashboards, par exemple, dans l'industrie, typiquement t'as les doigts bien crado, t'es en bleu de chauffe, t'as pas forcément un clavier ou une souris, ou alors en fin de trimestre l'état du clavier et de la souris, il est temps de la changer, quoi. Donc l'idée de Discovery également, c'est pouvoir afficher éventuellement des QR codes, tu viens de flasher et ça vient changer le dashboard, faire le focus sur tel ou tel truc, ça te permet de naviguer dedans via du QR code, via autre chose, sans pour autant avoir à utiliser clavier et souris systématique pour naviguer entre tes dashboards et faire un focus sur un équipement particulier plutôt que l'ensemble de ton système. Et tu as deux modes de consommation de données, soit tu envoies le script et tu mets à jour la tuile et tu affiches les données, soit tu souscris au flux WebSocket pour recevoir en fait tes données temps réel, et à ce moment-là ton graphe est plutôt plus et tu peux, c'est ça. En fait, tu as deux façons de le voir. Donc tu as une façon un peu statique, même si tu as de l'auto-refresh, mais sous forme de polling HTTP. Une version WebSocket pour du streaming de données. Mais là, c'est pas simplement ta donnée brute, hein. Tu peux envoyer carrément un script se faire exécuter périodiquement sur le serveur, et les données sont, enfin, le résultat de l'exécution de ce script, je vais y arriver, est streamé sur la WebSocket, et donc les données peuvent être mises à jour en direct live, avec un léger différé, on va dire. Le temps du traitement, et tu as ton dashboard qui évolue dans le temps. Le dashboard, tes graphiques, etc., etc. Et les tuiles pouvant communiquer entre elles, tu peux avoir même des effets de seuil sur certains graphiques qui peuvent induire le changement esthétique d'une autre tuile pour la passer en rouge en vert en fonction du dépassement d'un seuil ou d'autre chose. C'est hyper bien.
C'est quoi ton sujet du moment sur Discovery, le prochain truc, le petit teasing que tu Un petit peux te teasing, permettre de dire. Discovery c'est bien, mais c'est du code, donc c'est du dashboard as code. Et puis il y a des gens que le code effraie, tu comprends, c'est ça le code. Alors on est en train de plancher sur une version un peu plus graphique de Discovery, un peu à la mode Grafana, où tu fais en drag and drop ton dashboard. Tu déposes tes tuiles, tu réagences avec derrière. Alors ça c'est plutôt pour un public intermédiaire. Ça nécessite de développer quelques macros côté Warp10 qui exposent leur interface. Elles ont tel macro pour afficher, je sais pas moi, l'état des disques durs du cluster, ont besoin d'une date de début, une date de fin, et puis un numéro de data center. Ben ça devient des paramètres de la tuile. Et donc dans Discovery Studio, qui sera ce futur produit, tu viens insérer une tuile, sélectionner la macro, l'état de mes disques. Et ça vient te proposer des champs de saisie, des champs dates pour dire, je veux mes données entre deux dates pour tel type de cluster. C'est tout en clic-souris. Et pouf, ça t'affiche ton truc directement avec la possibilité de l'exporter en PDF éventuellement. Ok, et tout ça s'intègre avec l'Explorer, j'imagine, non? Eh bien, ce sera une extension de Discovery Explorer. Aujourd'hui, Discovery Explorer, c'est un site web un peu clé en main sur lequel tu peux brancher du Keycloak et autres. Sur lequel tu viens exposer des dashboards Discovery, là on va pouvoir éditer ces dashboards Discovery, les ajouter, etc., etc. Ok, top. Eh ben, j'ai hâte d'aller tester tout ça. Et du coup, pour terminer, je vous propose, on a évoqué un peu dans ce podcast la capacité de débugger justement des scripts ou des requêtes. Et on disait qu'un flux n'avait pas cette capacité, même via Flux, de débugger. Et il me semble qu'il y a quelque chose qui arrive sur WarScript. C'est mon autre sujet du moment. Ça tombe bien, dis donc. Ouais, effectivement, avec Mathias, avec l'équipe, là, on planche sur un système de débugage au sein de WarpStream, c'est-à-dire que tu vas pouvoir, depuis nos IDE, aujourd'hui on en a deux, on a Warp Studio qui est la version web de notre IDE, et puis une version sous forme de plugin VS Code. Depuis ces IDE-là, tu vas pouvoir poser des breakpoints et faire du pas à pas, voir l'état de tes variables, de ta stack à un instant T, etc., etc. Et alors, et du coup, comment ça fonctionne? Tu reposes sur un serveur distant auquel tu envoies, il te renvoie les étapes avec les breakpoints que tu transmets? Ouais, c'est ça. Mathias, si tu veux... Tu veux que je fasse le... Bon, on peut se faire le numéro du bêtiste sur le sujet si tu veux. Ouais, en fait, on a... dans Warp10, il y a un ensemble de plugins qui peuvent être ajoutés. Et donc, en fait, on a un plugin qui s'appelle le Trace plugin, qui permet d'emballer des macros pour justement permettre de faire du pas à pas ou des choses comme ça. Donc, et on s'appuie sur cet enrobage et toutes les métadonnées associées pour afficher les informations dans nos IDE, que ce soit Warp Studio ou VS Code. Voilà. Et donc c'est la conjonction entre une partie qui est côté back-end et une partie qui est côté front-end qui va interagir avec cette partie back-end par une WebSocket sur laquelle on va passer des commandes et faire le pas à pas et la visualisation de l'état des variables, de l'état du programme. Ça a l'air top. Et alors, du coup, ça arrive quand à peu près cette extension-là sur le marché des extensions? Premier trimestre. C'est bientôt, quoi. Ouais, c'est bientôt. Donc, c'est une sorte de semaine, moi. Voilà, ce sera disponible sur la Sandbox. Comme ça, en fait, dès qu'on aura une version... alors, on est un peu perfectionniste et exigeant avec nous-mêmes. Donc, ah bon? donc c'est pour ça que c'est pas encore là. C'est un travail qu'on a commencé en 2019. Donc, c'est quand même vieux. Mais on poussera... on passera ça sur la Sandbox, je pense, côté fin février, mi-mars, quoi. Ok. Pour être au courant de tout ça, il y a un compte Twitter, j'imagine, à suivre? Alors, il y a Warp10.io sur Twitter et SenseHQ aussi. Après... qui est plus corporate, quoi. Qui est plus corporate, et après à dire si on sera sur
Blue Sky. Sur Twitter longtemps, je ne sais pas. Bon, on fait un petit coup à Morgane qui anime tout ça dans l'ombre. Ouais. Très bien. Où est-ce qu'on vous retrouve tous sur les différents réseaux, à droite à gauche? Xavier? Sur X, pour l'instant. Moi, sur Xaf Marin, sous @Xaf Marin, puis c'est le moyen le plus simple. Sur la lounge également. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si vous voulez parler de Warp 10, on a un Slack qui s'appelle The Warp 10 Lounge, qui permet de discuter avec les gens qui utilisent Warp 10. Venez faire un petit coucou de la part du Massy. Ce sera drôle. Et puis, donc ça nous fera plaisir de vous avoir. Et puis sinon, moi je suis encore un tout petit peu sur Twitter, mais je crois que mon compte est en privé depuis le début de l'année, parce que j'ai hésité à le fermer. Et sinon sur Blue Sky. Donc ça tombe bien, parce que maintenant Blue Sky est ouvert à tout le monde, donc il n'y a plus besoin d'invitation. Donc viendez sur Blue Sky, c'est plus serein comme climat que Twitter. Pourquoi tu fermais ton compte? Tu voulais pas que Monica retweet ou like ou je sais plus quel prénom féminin finissant par A Erika, Monica, il y a toujours plein de bots en A qui like tes tweets. Monica 5322. Oui, c'est ça, c'est avec les 5 chiffres à la fin, tu vois. Ouais, c'est ça. Non, je sais pas. En fait, j'y ai passé beaucoup de temps parce que j'ai ouvert mon compte en 2007, donc ça fait un paquet de temps. Mais là, sur mon téléphone, je crois que je l'ai limité à 5 minutes par jour, et depuis le début de l'année, je crois que je les atteins même pas dans la journée, en fait. Donc, tu t'es mis le contrôle parental? Ouais, je me suis mis le contrôle parental. Ouais. Exactement. T'es pas le seul à dire qu'effectivement les gens prennent un peu de distance par rapport à Twitter aujourd'hui. Il y a plus de monde, effectivement ça évolue, et soit tu passes ta vie dedans, soit moins. Effectivement, quand tu mesures un peu la valeur que t'en tires aujourd'hui, ça pose effectivement question. Ouais. Après, il y a des trucs sympas, hein. Les Spaces sont encore une bonne fonctionnalité, je trouve, mais bon. Voilà. Fin d'une époque. Pierre, on te retrouve où? @PierreZ sur plein de trucs, sur Twitter. J'ai un Mastodon, j'ai un Blue Sky, c'est un peu l'enfer du multiplexing. Un copain d'avant. Ouais, c'est ça. Sur le forum Fondation ADDC. Carmail. C'est ça. Et moi-même, Gwynizdu, pareil, un peu partout. Alors Blue Sky, j'ai un compte, mais j'y vais jamais, parce que je trouvais que c'était juste Twitter en moins bien, et puis dans un petit entre-soi, tu vois. mais bon, voilà. Donc j'ai mon compte pareil un peu partout. Je cherchais mon petit dé pour savoir qui allait faire la musique, mais j'en ai peut-être un. Du coup, c'est pas très grave. Sinon, qui veut partager quoi? Ouais, je sais que Xavier, tu as quelque chose à partager, et Mathias également. Non, du tout. Mes goûts musicaux risquent... Je me méfie de ceux de Mathias. Moi, je les assume, donc c'est pas très grave. Alors, Mathias, vas-y. Moi, je vous propose une chanson d'un rappeur qui s'appelle Crypto Bear, qui s'appelle Monero Extremist. Ok, on va se quitter là-dessus. Merci à tous de nous avoir écoutés. On vous dit à la prochaine, et on se quitte avec Monero Extremist par Crypto Bear. À bientôt. À bientôt, merci. Salut. I'm a Monero extremist. Ain't no lab like a chemist. Fuck a normie opinion. All my boxes run Linux. Make crypto scary again. Talking back when they wonder who win. When the bank circulation ignore.